Donc, merci à tous, encore une fois, d'être venus m'écouter et échanger avec moi sur cette conférence sur le thème de la relation amoureuse. Et ce soir, le thème que j'ai choisi pour vous, c'est faut-il sauver son couple ou suivre quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Je donne tout un cycle de conférences sur la relation amoureuse et le couple. Et donc, à ce titre-là, à chaque fois, j'examine un thème en débattant avec vous sur un thème, un aspect spécifique de la relation amoureuse. Et ici, aujourd'hui, ce thème m'est venu parce que moi, je l'ai d'abord vu dans les journaux, dans les médias, où je voyais, tiens, il y a un article qui a été pondu là-dessus. Je me suis dit, oui, ça pourrait intéresser pas mal de monde. Je vois aussi dans ma patientèle, puisque je suis psychologue en cabinet, en libéral. Et donc je vois parfois des personnes qui sont tiraillées dans ce conflit intérieur entre une partie qui a envie de rester engagée dans le couple, la famille, la cellule, l'unité familiale, etc. Et une autre partie qui a vraiment envie de liberté, de suivre son désir, son fantasme et son rêve, et aimer quelqu'un d'autre. Et donc sont tiraillées entre une partie qui veut ça et l'autre partie qui veut l'inverse. Et donc c'est assez souffrant. Et quand je reçois des personnes en général qui viennent chez moi, c'est qu'elles sont bien en crise et bien en prise avec ce tiraillement entre le grand écart d'une partie qui a très envie de rester engagée pour des raisons XY qu'on examinera, et une autre partie qui a très envie de prendre la poudre d'escampette et d'aller s'offrir une autre histoire d'amour pour d'autres raisons XY qu'on examinera. Voilà. Et donc dans cette conférence, l'idée, enfin le fil conducteur pour moi, c'est pas de me positionner dans oui, c'est mieux. Alors je vais pas vous faire la morale, c'est pas du tout mon truc déjà en plus. Je suis pas là pour dire ah ben oui, c'est mieux, au final vous allez sortir de cette conférence, c'est mieux de sauver son couple ou c'est mieux de suivre son désir. Non, c'est plutôt de questionner, d'interroger les circuits, les systèmes qui se mettent en place dans notre fort intérieur. Et pourquoi on est déjà tiraillé de cette manière-là, de quel endroit ça part de nous, et comment on peut soit réguler ce tiraillement, c'est-à-dire diminuer ou apaiser ce tiraillement entre deux parties qui font le grand écart, c'est-à-dire se positionner dans une direction, soit trouver des pistes pour apaiser, pour calmer le jeu. Parce que très souvent, je vous dis, comme les personnes qui viennent me consulter, elles sont dans un état paroxystique avec ça. Je ne sais pas où j'en suis, je suis perdue, est-ce que je reste avec mon partenaire couple, ou est-ce que je suis emballée, je suis amoureuse, et donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller passer le reste de ma vie avec un autre ou une autre, etc. Donc c'est assez compliqué tout ça. Et voir, ça produit des effets de tension, voire de surmenage et d'épuisement psychique pour la personne qui est complètement le cul entre deux chaises, comme on dit. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un thème qui me paraissait intéressant. De plus, pourquoi je vous en parle en plus facilement ce soir, je n'ai absolument rien préparé sur ce thème-là. Parfois je me prépare un peu quand même. Mais alors spécifiquement ce thème-là, j'ai rien préparé parce que c'est un des thèmes qui m'a occupé l'esprit pendant pas mal de temps dans ma vie. J'ai été moi-même prise par ce schéma, est-ce que je reste et que je reste engagée avec la personne avec qui je suis par rapport à mes enfants, par rapport au mari, par rapport simplement à l'état d'engagement dans lequel je me suis positionnée, est-ce que je respecte le cadre dans lequel je me suis engagée, ou qu'est-ce que je fais de la belle histoire d'amour naissante, et est-ce que j'ai quand même envie de suivre un chemin autre, mais j'ai pas le droit, donc qu'est-ce que je fais, etc. Donc j'étais quand même vachement là-dedans moi aussi. Donc de par mon parcours, je suis quand même assez bien placée pour vous en parler. Bah. Ceci expliquant cela. Et je vous donnerai un temps aussi pour, soit pour témoigner de ces difficultés-là, soit pour poser des questions par rapport à ce thème. Alors,
on va interroger d'abord, hein, c'est quoi cette histoire, ce thème-là? Ce thème, il tourne autour de la liberté de l'engagement. C'est-à-dire, il y a une partie qui a envie de se sentir libre, de s'offrir quelque chose de possible, c'est-à-dire suivre quelqu'un d'autre. Suivre quelqu'un d'autre, j'ai mis 3 petits points. Hein. 3 petits points, c'est « Ah, j'ai un élan, un désir, je suis enthousiasmée », parce qu'en général, si on a envie de suivre quelqu'un d'autre, c'est que ça crée en nous un état amoureux. Donc un élan du désir. Donc il y a une partie qui s'envole, qui s'enflamme sur « Ah, j'aimerais tellement aller au bout de l'exploration de mon désir, le suivre, parce que peut-être dans cette terre inconnue, parce que en général c'est une personne avec qui on n'a pas encore fait un quotidien, ah, peut-être qu'avec lui ça va être enfin la bonne personne. » Voilà, enfin la bonne personne. Ce qui voudrait dire, auparavant, ça veut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes, hein, et qu'il y a des meilleures personnes, en tout cas il y en a des meilleures que d'autres. Peut-être bien que c'est vrai et peut-être bien que c'est faux. Parce que peut-être bien qu'il y a des personnes qui sont mieux pour nous, qui nous correspondent plus par rapport à notre manière de fonctionner. Mais parfois, on peut aussi se tromper parce qu'on ne connaît pas bien la personne et que toute personne, vous savez, a des qualités et des défauts. Donc elle peut être vue comme absolument charmante, savoureuse au départ d'une relation. Et puis, quand le temps, si vous descendez dans la réalité, que vous faites un quotidien avec elle et que le temps perdure, la relation se continue, bah, à un moment donné, vous commencez à voir ses défauts, voire elle commence à vous agacer, voire vous commencez à être affligé même par ses comportements qui ne sont pas du tout adéquats avec vos aspirations. Hein. Et Dieu sait si le quotidien peut être rendu difficile à terme, parce que justement, on ne laisse plus rien passer à l'autre, alors qu'au début, on laisse passer pas mal de choses. Donc, une personne sur laquelle on a très envie de suivre peut devenir vraiment un chemin difficile, à tel point qu'il y a des personnes qui sont les champions ou les championnes de faire des couples de 5-6 ans ou de 3 ans. Voilà, parce qu'au bout de 2-3 ans, j'ai suivi mon désir et je me suis rendu compte que finalement, elle a un nombre d'imperfections voilà, où je reproduis des schémas. Et donc, force est de constater que ce n'est pas la bonne personne. Et je repars, Mars et ça repart. Et, voilà. Et avec la course effrénée de « je cherche enfin la bonne personne ». J'entends beaucoup ça dans mes participants, dans mes ateliers ou mes clients. C'est beaucoup « je n'ai pas encore trouvé la bonne personne ». On est dans une époque comme ça. « Je n'ai pas encore trouvé la bonne et j'aimerais trouver la bonne personne ». Et la question de fond, c'est est-ce que ça existe? Y a-t-il une bonne ou une mauvaise personne? Ça, on questionnera aussi. Ça veut dire quoi cette histoire de bonne personne? Parce qu'une manière de se faire souffrir, c'est de croire qu'il y a une bonne personne, c'est-à-dire une personne en plus unique qui matcherait avec moi et qui me rendrait heureuse. Là, on est dans une origine de la souffrance, déjà rien qu'en faisant ça. Donc, faut-il suivre son désir? On examinera le oui, pourquoi pas? Parce que moi, je pense qu'il y a des fois, il y a des cas où pourquoi pas suivre son désir, ça peut être plus intéressant, en tout cas plus riche, que de rester scotché à une relation d'attachement sur laquelle on est engagé, mais qui n'est pas nourrissante ou qui est voire conflictuelle ou violente, ou qui nous pourrit la vie. Hein. Donc, on examinera oui, pourquoi oui faut-il suivre son désir? Pourquoi oui, ou l'inverse, pourquoi oui faut-il sauver son couple parfois? Et donc vous verrez que ça dépend des cas. Il y a des cas de figure où il vaut peut-être mieux sauver son couple et des cas de figure où il vaut peut-être mieux suivre son désir et partir avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc il s'agit d'un thème autour de la liberté de l'engagement, et qui dit engagement dit morale. Morale, parce que vous savez que sauver son couple, faut-il rester avec son couple et sa famille, hein, très souvent, c'est aussi une question de morale. C'est bien ou c'est mal, va-t-on nous dire? Qui va dire ça, que c'est bien ou c'est mal d'ailleurs en général? C'est la société, c'est vos parents, c'est vos proches, c'est vos amis qui vont éventuellement vous juger. Mais est-ce que c'est vraiment vrai que ces personnes-là, si vos proches vous aiment vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai qu'elles vont vous juger ou vous évaluer comme une mauvaise personne si vous ne restez pas avec votre couple initial? Hein, très souvent, parce que j'entends ça aussi. Faut-il être engagé? Et est-ce que je dois absolument, pour ceux qui sont vraiment dans « je dois rester engagé »,
souvent je dois rester engagée parce que je me suis mariée par exemple, et dans le mariage traditionnel, il y a écrit tu respecteras le cadre, la loi, tu t'es inscrit dans le cadre du mariage, maintenant c'est jusqu'à la fin de ta vie, tu as signé. Voilà, tu as signé, t'assumes quoi, voilà, en clair. Et donc il y en a, ils sont dans cette affaire-là, hein, et ils sont très prisés sur je n'ai pas le droit de ne pas respecter le contrat que j'ai signé il y a 10-15 ans par exemple. Je me dois de, hein, on est dans je me dois, je me suis engagée, donc une fois que je me suis engagée, je suis quelqu'un de fiable, d'honnête, et à ce titre-là, l'engagement c'est une valeur forte. Donc on est dans quelqu'un qui a une morale forte, en tout cas qui est conduit par sa morale, le bien, le mal. D'accord ? Donc vous allez voir qu'il y a des personnalités qui ne peuvent pas faire autrement que d'être scotchées sur une bonne conduite, avec des valeurs de morale haute. Donc celle-là, c'est aussi une affaire de profil de personnalité. Hein. J'ai écrit un bouquin sur les profils de personnalité, c'est pas un hasard. Ces personnes-là qui ne font pas exprès, mais qui sont formatées autour de valeurs morales sur la bonne conduite, c'est de rester engagé et de rester dans le cadre. On ne sort pas du cadre comme ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un cadre, vous n'allez pas, voilà, chemin faisant, suivre l'élan de votre cœur pour aller déjà passer à l'acte avec une autre personne, c'est-à-dire vous organiser pour tromper, entre guillemets, c'est tromper pour eux. Hein. Si on est très dans l'engagement, on n'a pas le droit de tromper, hein, c'est écrit sur le contrat de mariage. Hein. C'est d'être infidèle. Déjà, vous êtes engagé, vous n'avez pas le droit. Et vous n'avez pas le droit de suivre l'élan du cœur, de suivre quelqu'un d'autre, puisque vous êtes engagé. Donc il faut sauver son couple et à ce titre-là, je pense que ces personnes-là vont être aussi très en contact avec la notion de responsabilité. Je suis quelqu'un de responsable, moi, et donc je n'ai pas le droit de lâcher ma femme, je vais la blesser par exemple, ou de lâcher mon homme, je vais lui faire beaucoup de mal, comment va-t-il s'en sortir sans moi, voilà. Et puis je serai une mauvaise personne si je ne contribue pas à assumer mes responsabilités. Et mes enfants, hein, que se passera-t-il pour les enfants? Parce que très souvent, ces personnes qui sont très responsables et très engagées vont se dire « mais mes enfants vont en pâtir. Il n'est pas question que je fasse exploser la famille parce que d'un coup, j'ai un coup de cœur. » Voilà. Donc, vous voyez apparaître cette problématique chez des profils de personnalité qui sont très sur l'engagement, avec la bonne conduite, la morale, et qui vont s'interdire, se verrouiller, se blinder, et se poser des règles et des limites, un cadre à elles-mêmes, et s'interdire d'aller suivre l'élan amoureux. Voilà. Donc ça peut être une bonne raison de rester pour sauver son couple. Parce qu'il y a la morale derrière, qui n'est pas une morale, je vous rappelle que la morale, elle n'est jamais à l'extérieur de soi, même si on croit qu'on va être jugé, en fait, on n'est jamais jugé par les autres, on n'est jugé que par soi-même. Et s'il y a quelqu'un qui passe par là, s'il y a un parent, un ami, n'importe qui passe par là, qui dit « Ah, qu'est-ce que tu fous, ce bordel, c'est pas normal, tu devrais pas faire autant de mal à ta femme ou à ton homme, tu devrais rester, s'il y a personne n'est au courant que vous avez envie de partir, hein, sur une autre. » Et qu'elle vous dit « Non, non, mais qu'est-ce que tu fous, ça se fait pas, tu vas faire du mal à tes enfants, tu vas le regretter plus tard, etc. » Si cette personne valide le jugement et écoute le conseil, c'est qu'elle-même, de l'intérieur, est déjà dans cette forme de culpabilité. Hein, donc la morale est toujours intérieure. C'est-à-dire le code de bonne conduite est toujours mis à l'intérieur de soi. Les autres viennent valider. Parce que si je n'ai pas ce code de bonne conduite à l'intérieur de moi et qu'il y a quelqu'un, un de mes proches, qui commence à me faire la morale, bah, je ne vais pas être influencée. Je vais me dire, bon, écoute, tu es bien gentil de me donner ton opinion, mais moi, je fais ce que je sens. Donc si je sens que j'ai envie d'aller à droite et que tu me dis que c'est mieux de rester en face avec ma famille, mais moi j'ai envie d'aller à droite, j'irai à droite. Donc je ne suis pas influençable à ce moment-là. Donc la morale est toujours une morale interne pour moi. C'est une morale qui est absorbée par les personnes de mon enfance, de mon éducation, de ma société, c'est culturel aussi, mais j'ai placé ça à l'intérieur de moi. Donc c'est comme une électrode qui me rappelle à l'ordre. Hein, donc quand je reste pour sauver mon couple, quand la personne elle dit c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai le choix, je suis restée pour sauver mon couple, au lieu de partir bifurquer à droite avec l'amoureux ou l'amoureuse,
c'est pas du tout qu'elle a décidé, hein, regardez bien, c'est qu'elle a été prise par une partie d'elle qui est gérée par le cadre, la morale, la bonne conduite, la mauvaise conduite. Je suis une bonne personne si et seulement si je respecte les règles que je me suis données. Donc c'est bien une morale interne. Et donc le mot respect va être en première ligne pour ceux qui restent et sauver leur couple. Hein. Je dois respecter, je dois me respecter, sinon je ne serai pas une bonne personne si je ne respecte pas le cadre que je me suis fixé. Je dois respecter ma femme, je dois respecter les enfants. On est beaucoup dans le respect ici, hein. L'engagement, le respect, voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est une valeur mauvaise, c'est juste une valeur comme une autre. Et c'est une valeur haute en général, c'est ces personnes-là qui restent pour sauver leur couple. Alors, vous avez vu certainement, vous avez constaté comme moi, que pour certains qui sont restés, qui n'ont pas suivi leur élan amoureux pour sauver leur couple, parfois ça a été une catastrophe. Si vous êtes enfant, des enfants qui ont été bercés dans une famille justement où il y avait beaucoup de conflits conjugaux, où vos parents se tapaient sur la tête, où c'était très discordant, mais ou alors ils ne s'aimaient pas du tout, mais ils restaient ensemble pour les enfants, vous avez vu les dégâts que ça fait sur les enfants, quand ils deviennent grands, hein, je veux dire. Hein. Donc ça, ce sont des croyances aussi, hein, bien souvent, qu'il faut rester pour la famille, je priorise, je décide. Enfin, je crois que c'est moi qui décide, mais c'est pas moi qui décide en fait, hein, c'est mon code de bonne conduite qui croit que la priorité c'est de rester pour les enfants, parce que je priorise les enfants, parce que les pauvres enfants de divorcer, si ça va vraiment les dégrader, enfin ils vont pas pouvoir s'adapter. Parfois, c'est pas toujours vrai. Hein. Il y a des enfants qui souffrent beaucoup de parents qui ont voulu rester ensemble pour les enfants. Justement, donc les enfants portent le poids du couple, enfin d'un couple qui se nuit, hein, qui se détruit, soi-disant pour leur bien. Donc ça, c'est vachement lourd. Maintenant, ça ne veut pas dire, je vais prendre le contre-pied, hein, il y a parfois des personnes qui s'unissent et qui s'engagent dans un couple, et ça c'est assez fréquent aujourd'hui, puisqu'on est plutôt dans une ère de consommation consumériste, et je jette un peu la relation Kleenex, hein, comme ça. Je ne dis pas pour tout le monde, mais quand même c'est un peu plus fréquent qu'avant. Et donc, pour prendre de contre-pied, on peut aussi voir apparaître des relations où je me suis engagée, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Mais au bout d'un moment, l'autre commence à être désidéalisé, on commence à en avoir marre, voire il m'agace, puisque c'est une et une seule personne. Et je rappelle que quand on met toutes ses attentes sur une personne, on va à un moment donné être déçu, parce qu'une et une seule personne ne peut pas répondre à toutes mes attentes, c'est juste impossible. Et si je n'ai pas d'autres ressources ailleurs, forcément je vais être attirée à droite. Je ne sais pas pourquoi je pourrais dire à gauche, hein, mais moi je dis à droite. Voilà, j'ai envie de dire à droite ce soir, un autre jour j'aurais dit à gauche. Donc j'ai envie de partir à droite, c'est-à-dire sur une autre personne qui peut-être nourrit, remplit certaines de mes aspirations. Et donc c'est pour ça que certaines personnes vont sauver leur couple, parce que, et là ça vaut mieux à mon avis de rester dans l'engagement, parce que si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence à aller mal dans mon couple, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, je me casse pour aller sur la prochaine personne, parce que je crois que la prochaine c'est la meilleure que celle-là, donc ça veut dire que je ne suis pas très persévérant. Au moindre problème, hop, au revoir, l'autre m'attend, il y en a encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Donc on peut passer sa vie sans fin comme ça, à chaque fois à détruire sa relation pour partir sur une autre et partir sur une autre. Ce qui veut dire qu'il y a des relations comme ça, où on voit de plus en plus des gens qui ne persévèrent pas, qui dès qu'il y a un obstacle disent on s'aime plus, on avait dit qu'on s'aimait, on restait ensemble, on ne s'aime plus, on s'en va. Mais c'est pas qu'on s'aime pas, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a jamais été question d'amour d'ailleurs. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de tu ne réponds plus à mes besoins, tu m'agaces profondément, tu ne fais pas ce que je veux, donc je ne t'aime plus. Donc allons voir ailleurs. Peut-être que l'autre sera une meilleure personne pour moi. Donc voilà, donc parfois il y a des cas de figure où ça vaut peut-être mieux de persévérer un peu plus dans la relation, avant de lâcher le bébé avec l'eau du bain. Et parfois, il y a des personnes, au contraire, il y a des couples qui sont vraiment... qui se pourrissent la vie, quoi. Il y a des personnes qui sont vraiment maltraitantes entre elles et qui font subir ça à leurs enfants. Et donc, parfois, on peut dire, quand c'est vraiment trop pourri, quoi, il vaut peut-être mieux
sentir que c'est la limite et qu'il vaut peut-être mieux prendre la bifurcation à droite avec une autre personne. Parce que peut-être que l'autre sera moins maltraitante, hein, peut-être que je vais me faire du bien avec quelqu'un qui va enfin savoir répondre à mes besoins, et c'est souvent des besoins vitaux, hein. Ça peut être des besoins de bienveillance, des besoins de tendresse, des besoins de valorisation, hein. C'est ça, je vous rappelle après quoi on court dans la relation, hein. Et quand on dit j'en ai marre de cette personne, je suis engagée dans mon couple, je veux partir à droite, en général c'est parce que votre partenaire habituel ne répond plus à ses besoins de bienveillance, d'écoute, de tendresse, de compréhension, ou de disponibilité en temps pour vous, hein. Donc il n'est plus tellement présent dans la relation, présent dans le sens d'une présence chaleureuse, d'une présence aimante. Donc on n'a qu'une envie, c'est de bifurquer. Tout simplement parce que la personne ne répond plus à mes besoins. Et qu'on peut rester dans une relation comme ça sans s'en rendre compte que mes besoins ne sont pas nourris et s'éteindre là-dedans. Et très souvent, si vous êtes dans un couple avec une famille, ce que je vois souvent, hein, j'ai encore vu cet après-midi, puisque j'étais en consultation cet après-midi avec un couple, qui me disait, mais nous, on n'a même pas le temps de faire une heure pour nous dans la semaine, quoi, juste pour nous préserver tous les deux. Parce qu'on est happé, ou on se laisse happer par le quotidien, par le boulot, par les enfants, la logistique, les courses, etc. Donc, notre couple, il s'appauvrit sans arrêt. Donc, il n'y a même pas la place pour la tendresse. Donc, tous les besoins que je viens de citer auparavant ne sont pas nourris. Donc, à quoi il me sert, hein? Je suis avec un objet de décoration à côté de moi, je suis avec une plante, quoi. Donc évidemment, quand le couple s'éteint et s'appauvrit comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? Soit j'ai des règles bétonnées et je ne vais surtout jamais regarder à droite ou à gauche. Donc là, je vais rester dans mon couple appauvri. Et puis je vais me sentir frustrée, mais je vais faire avec ma frustration, je vais gérer mon truc en étant une bonne personne, fiable et respectable. Donc je gère comme ça, mais je me dessèche sur place. Soit je pars à droite ou à gauche, et je vais commencer à élaborer le fait que je serais peut-être mieux avec une autre personne. Et tout simplement parce que l'autre, j'imagine que l'autre va me fournir la nourriture de mes besoins que je n'arrive pas à trouver avec mon couple, avec mon partenaire de couple. Mais peut-être que je n'ai pas encore identifié quels sont mes besoins. Hein, que si je m'éteins dans la relation, c'est peut-être parce que je n'ai pas été vérifier quels sont mes besoins non nourris et que je n'ai peut-être pas demandé à mon partenaire habituel si je peux bénéficier, si on peut négocier sur mes besoins. Voilà. Donc c'est vraiment important quand je vois arriver les gens en thérapie de couple comme ça de mettre à plat déjà quels sont tes besoins, quels sont mes besoins, en quoi mes besoins ne sont pas satisfaits, en quoi les tiens ne sont pas satisfaits, et comment on pourrait faire pour aménager des plages où mes besoins rencontrent les tiens, surtout pour les couples qui durent depuis un certain temps. Voilà. Et les gens ne savent plus pourquoi ils s'éteignent dans la relation, et ils en veulent à leur partenaire, mais ils ne savent pas demander ce qu'ils ont besoin aussi. Et du coup, ils partent à gauche, à droite, en rêvant et en fantasmant que l'autre, à droite ou à gauche, serait la bonne personne. Enfin une belle histoire d'amour. Ça, c'est le titre de mon atelier, enfin une belle histoire d'amour. Donc très souvent, je leur dis attention. Déjà, l'idée, déjà la croyance qui est un jour je vais trouver la bonne personne. Moi, je dis pourquoi pas, hein, on peut vivre des relations meilleures, évidemment. Mais jusqu'où c'est vrai que ça sera la personne idéale, parce qu'il n'y a pas de personne idéale. Le prince charmant, il existe sans exister. Après, la femme idéale, elle existe sans exister. Mais à un moment donné, je dis toujours, vérifiez, si vous êtes dans oui, je veux partir ailleurs, parce qu'en face de moi, mon partenaire de couple, franchement, c'est pas top, il ne me correspond pas, c'est difficile, c'est compliqué, la relation que j'ai avec lui, j'en peux plus, etc. Donc, vivement que je parte ailleurs. Mais prenez 3 semaines de vacances avant de partir vraiment. Hein. Prenez 3 semaines. 3 semaines, c'est pas beaucoup déjà. Ou 1 semaine, 3 semaines. Faites un quotidien avec pendant déjà 15 jours, 3 semaines. Essayez de voir comment c'est déjà. Quand c'est pas une relation fantasmatique, c'est différent. Hein. On vous met, mais partez 15 jours dans une île déserte. Hein. On vous met que tous les deux dans une île déserte et regardez comment ça se passe. Si vous n'allez pas vous mettre sur la tête au bout de 15 jours, déjà, je dis 15 jours, c'est déjà pas énorme. Hein. Mais parce qu'une relation qui est interdite, c'est souvent ce qui se passe. Je vois souvent des personnes qui ont des amants ou des amantes en loose day, sous-marin, parce que c'est interdit évidemment de le faire en vérité. Hein, on n'a pas le droit de l'assumer, parce que sinon le partenaire, le mari ou la femme, se sent menacé, va souffrir. Donc on ne veut pas le faire souffrir, alors on ne lui dit pas, ou on ne lui dit pas parce qu'on se dit si je lui dis j'ai l'épée de Damoclès, il va me dégager. Ce qui n'est pas faux en général. Donc je ne lui dis pas.
Donc je cache et j'ai une relation à droite à gauche, mais en sous-marin. Hein. Donc il y a énormément de gens qui font ça, c'est d'un classique, c'est plus que classique, ça, c'est même majoritairement le modèle qui est suivi aujourd'hui amoureux. Hein. Donc la plupart des gens font ça. Bon, très bien, donc pourquoi pas, je veux dire, bon, on se fait des amants, machin, en sous-marin, bon, parfait. Mais ça reste, il y a une énergie folle qui est mise au service du fantasme. Je rêve et j'imagine qu'avec lui, ça sera un monde merveilleux. Nous allons vivre une histoire merveilleuse, mais dans ma tête, hein, tout ça c'est en virtuel évidemment. Donc je me construis un roman feuilleton dans ma tête je me shoot à l'état amoureux dans ma tête grâce à ce virtuel, comme un roman en fait. Je me construis un roman. Donc à travers un personnage, lui et moi, nous serons tellement bien, nous allons enfin... Lui enfin, bon, parce que votre partenaire de couple c'est toujours limité, hein. Si vous le fréquentez tous les jours au bout d'un certain temps, chacun est limité, donc il a ses limites. Donc vous allez descendre de votre cheval romantique et vous allez voir qu'il est limité. Mais vous aussi vous êtes limité, vous l'insatisfaisez autant qu'il vous insatisfait en face, hein, faut pas rêver. Hein. Et donc vous allez commencer à rêver d'un plan illimité avec la nouvelle personne. Là on est reparti dans l'absolu. Je rêve, c'est un roman feuilleton, je rêve, cette nouvelle personne, elle me plaît tellement, elle a l'air tellement charmante, elle a l'air tellement bienveillante, elle a l'air tellement tendre, sexuellement c'est top, etc. Mais oui, vous voyez que quoi, 1 heure tous les... si vous êtes en sous-marin, vous le voyez entre 3 et 4, voilà, vous ne le voyez pas de manière quotidienne et durable. Donc c'est aussi une histoire, ça s'appelle une histoire virtuelle. Mais veillez avant de vraiment, si jamais vous vous dites j'opte pour l'amant ou la maîtresse, etc., veillez à vivre un peu avec avant de lâcher les amarres, si c'est possible, ou de le voir un peu plus longtemps, sur une plus longue période, pour voir un peu ce que ça donne, si votre rêve correspond à la réalité, quoi. Hein. Descendez de votre cheval romantique, quoi. Hein, voilà. Donc ça va être aussi important de voir, est-ce que je pars ou je reste, hein, et est-ce que quand je dis que je reste, si je reste et que j'assume pas le je reste, ça veut dire que je vais passer ma vie entière à continuer d'imaginer, et là je vais me faire beaucoup souffrir, qu'avec l'autre je vais regretter, que j'aurais pu avoir une meilleure vie avec mon amant ou ma maîtresse. Donc je continue mon virtuel, quoi. Je l'aurais jamais vraiment réalisé dans le réel. Donc des fois je dis, mais écoutez, quand je vois des personnes qui sont complètement tiraillées entre je reste, je pars, je reste, je pars, qu'est-ce que je fais? En plus, vous savez que quand vous êtes positionné nulle part, vous êtes hyper en souffrance. Hein. Le fait d'être entre deux chaises, c'est hyper souffrant. C'est plus souvent souffrant que d'être sur une chaise. Au moins, quand on est quelque part, bah, on se détend, on est quelque part. Mais si vous êtes le cul entre deux chaises, vous n'êtes pas bien, hein, ça flotte comme ça. Voilà, on est là, je vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Ah bah vous savez pas si vous y allez ou si vous y allez pas. Et vous passez votre temps à être obsédé sur ah oui mais est-ce que j'y vais? Oui mais je vais le faire souffrir. Oui mais si j'y vais et puis si j'y vais peut-être c'est l'inconnu. Donc on connaît pas l'inconnu. Il y avait une de mes patientes ce week-end qui me sortait comme ça un de perdu, ça sa devise. Un de perdu, 10 de perdu. Bon, moi je veux bien, un de perdu, 10 de perdu, j'avais jamais... Moi c'est un de perdu, 10 de retrouvé, elle m'a fait un de perdu, 10 de perdu. Bon d'accord, autant ça veut dire, si je perds celui que je perds, ben je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais trouver ailleurs. Donc ça c'est quelqu'un qui est plutôt frileux de la nouvelle personne, en se disant oh là, je sais que je suis avec quelqu'un là, mais là-bas c'est l'inconnu. Donc l'inconnu, point d'interrogation, si ça se trouve ça va être nul. Je me méfie, méfions-nous, méfions-nous. Donc ça, c'est des personnes qui vont plutôt rester dans le couple. Hein. Mais quand vous êtes tiraillé comme ça, il y a est-ce que je vais aller là-bas? On ne sait pas. Est-ce que je reste ici? Donc est-ce que je reste, je pars, je reste pas? Avec beaucoup d'obsession, ça devient obsessif. Hein. En général, les personnes qui sont est-ce que je reste, est-ce que je pars, on se font des plans obsessifs sur j'y vais pas, j'y vais pas, avec beaucoup de fantasmes, en nourrissant des fantasmes, ça serait tellement mieux si, ça serait tellement mieux si. Alors, quand elles sont à cet endroit-là, en général, moi, le conseil que je donne, je dis, ah bah, écoutez, vous êtes tellement mal en point, parce que des fois, elles se font des crises d'anxiété monstrueuses hein, avec ça. Hein. Et en plus, c'est en sous-marin, donc il y a tout le mensonge. Hein. Je ne dis pas,
je ne dis pas la vérité. Je cache, je cache, je cache. Donc c'est hyper souffrant de cacher, de mentir à l'autre, sans arrêt, et de penser, de rêver. Imaginez, elle fait l'amour, elle est toujours en train de rêver à son amant, sa maîtresse. Enfin, bon, elle le voit au petit déjeuner, je rêve de mon amant, de ma maîtresse, donc je me cache au cabinet dans mes toilettes pour écrire un SMS à mon amant, ma maîtresse. C'est l'enfer, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu. Hein. Donc tout de suite, hop, on se planque. Je sors dans la rue, je vais aller acheter le pain. Et hop, là, vas-y qu'on écrit à son amant, sa maîtresse, un SMS. Bon, voilà, donc c'est un peu l'enfer cette affaire. Ça peut être rigolo un temps, mais au bout d'un moment, c'est pesant, hein, c'est un peu plombant. Et donc c'est compliqué. Donc il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'obsession. Donc des fois, je leur dis, écoutez, hein, si vous voulez sortir de cette impasse, qui est je suis là, je suis là, je suis pas là, je suis nulle part, donc mettez-vous quelque part, assumez. Mais si vous prenez une direction, au moins déjà vous serez soulagé d'avoir pris une direction, vous verrez où ça vous mène. On peut dire comme ça, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Vous partez par là, vous partez par là, vous partez par là, vous partez par là, mais partez quelque part. Voilà. Et assumez la direction, parce que sinon, à un moment donné, vous allez là, mais vous allez regretter de ne pas être là, et quand vous êtes là, vous allez regretter de ne pas être là. C'est l'enfer, ça aussi. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Alors, je pars avec mon nouvel amant parce que j'en pouvais plus de mon mari, ou parce que j'en avais marre, je voulais m'offrir autre chose de mieux, j'en ai ras le bol. Je crois qu'ailleurs c'est mieux, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein, n'est-ce pas? On connaît c'est les envieux, ça. Ils ont toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans leur vie et qu'ailleurs ce serait mieux, ailleurs ce serait mieux. On ne veut rien rater. Hein. Évidemment, là c'est moyen, même si c'est pas mal, mais c'est un peu connu, c'est du connu. Ailleurs ce serait mieux. Donc ça, c'est les profils qui sont engagés sur la liberté, enfin, qui adorent la liberté, l'inconnu, le changement, la nouveauté. Donc il y en a qui se disent ailleurs ce serait mieux. Donc ceux qui se disent ça et qui n'assument pas, je vais au bout de ce truc et je vais dans le ailleurs ce serait mieux, c'est-à-dire je bifurque à droite ou à gauche, ceux-là ils n'ont jamais fait l'expérience que c'est pas forcément si mieux que ça d'ailleurs ailleurs. Peut-être oui, peut-être non, mais au moins il faut le vivre hein, pour le savoir. Et comme ils n'ont pas expérimenté, ils vont continuer de rester avec leur couple primaire, mais avec ce fantasme qui va leur tourner dans leur tête et toute leur vie. Mais j'ai raté l'amour de ma vie, mais j'ai des regrets, et je vais mourir, et je vais regretter. Tout un roman, hein, toute une histoire, qui fait que si jamais ils avaient été au bout de leur truc, et j'assume, et je vais faire l'expérience de ces nouvelles personnes, peut-être que ça aurait été formidable, mais peut-être que ça aurait été nul à chier. Hein. Donc on ne sait pas, mais au moins c'est assumé. C'est des expériences qui méritent d'être vécues à un moment donné pour moi. Surtout quand c'est tellement bancal, quoi. Je suis tellement mal. Bon, ok, donc le mieux c'est de se mettre quelque part et d'assumer ça, sans regret. Alors, sur cette histoire de regret, ça j'ai encore un point de vue là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me racontent ça, mais je vais regretter si j'en choisis un. Choisir, c'est renoncer, hein, donc vous savez. Donc si je choisis mon couple, je vais renoncer à l'amant. Si je choisis l'amant, je renonce à mon couple. Et il y en a qui sont mal avec ça, parce qu'ils ne veulent pas renoncer. Moi, je fais partie de ça. Moi, je veux tout. Le beurre et l'argent du beurre. Et donc, moi, je me suis arrangée. Ça aussi, c'est une nouvelle formule. Pour ne pas avoir des regrets, je me suis arrangée, à un moment donné, pour me fonctionner avec des personnes qui sont sur des modèles ouverts. Donc, on peut fonctionner avec plusieurs personnes en même temps. Mais évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, quand même. Aujourd'hui, majoritairement, on est encore dans un modèle fermé, dans un modèle traditionnel, où si vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas censé être avec quelqu'un d'autre. Donc vous êtes obligé de le faire en ce moment. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le truc de l'époque. Mais on pourrait dire que certains qui sont vraiment mal à l'aise avec ce truc du regret, ils vont vraiment se faire souffrir avec ça. Et donc, comment ne pas souffrir avec ça? Donc, moi, j'ai trouvé une option que vous connaissez, puisque je le dis souvent que c'est l'option des amours pluriels, où je suis en couple et j'ai d'autres partenaires, mais d'autres qui ne peuvent pas aller dans ce modèle-là parce qu'il est compliqué et confrontant, et ça demande une sacrée maturité et une sécurité. Donc, ils vont ensuite probablement avoir des regrets. Soit là, soit d'être mis là, soit de s'être mis là. Donc pour éviter les histoires de regrets, ce que je dis toujours, écoutez, vous n'avez rien à regretter, parce que au moment où vous avez fait un choix, le choix s'est fait à travers vous. Donc si vous avez fait ce choix-là, c'est que ça ne pouvait pas se faire autrement à ce moment-là. Tout simplement. Et parce que cette histoire de choix, est-ce que j'ai fait le bon choix? La question, elle est complètement idiote, la question de est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que je vais faire un bon choix? Est-ce qu'un choix sera... Ça, c'est vraiment une question nulle et non avenue. Pourquoi? Parce qu'au moment où on fait un choix,
qu'est-ce qui se passe si vous examinez la question du choix? C'est qu'il y a une partie de nous qui prend le pouvoir et qui décide. Et cette partie de nous qui prend le pouvoir, c'est la partie qui imagine à l'instant T que c'est la meilleure direction possible pour nous. Donc si par exemple je décide de sauver mon couple, c'est qu'à cet instant T, j'ai évalué 3000 tonnes de facteurs cause, origine, machin, enfin j'ai évalué à ce moment-là qu'il valait mieux rester dans mon couple et sauver mon couple, que c'était moins dangereux, plus sûr, plus tranquille, ça allait m'amener plus de facteurs de bonheur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de rester dans mon couple. Mais si vous avez décidé, parce que ça se passe comme ça en général très souvent, c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de partir sur l'amant ou la maîtresse, parce que je fantasme que c'est la meilleure personne et qu'elle va satisfaire, mais avec elle je vais faire vivre une histoire merveilleuse, c'est qu'à cet instant T, vous n'avez pas pu faire autrement que d'imaginer que c'était mieux. Donc il y a une autre partie qui a pris le pouvoir, qui était la partie qui avait envie de voir satisfaire tous ses besoins et qui imaginait que c'était avec cette nouvelle personne que ça allait être possible. Voilà, c'est tout simple. Bon, ça va vous paraître d'une évidence, mais quand je pose les choses comme ça, il n'y a pas de question de regret. À un moment donné, un choix se fait à travers vous. Ce n'est pas vous qui décidez du choix. Le choix se fait parce qu'une partie de vous a évalué et a priorisé que c'était la meilleure option pour vous à ce moment-là. Peut-être qu'à T+10, 3 semaines, 10 mois, vous allez vivre continuer avec votre mari et vous vous emmerdez comme un rat mort avec votre mari ou avec votre femme et vous dites mais pourquoi j'ai fait ce choix-là, j'aurais mieux fait de partir avec mon amant ou ma maîtresse, mince, il est plus disponible, j'ai raté le coup de ma vie, trop tard, bon c'est pas grave, vous avez fait ce choix, il n'y a pas à regretter. À ce moment-là, le choix s'est fait parce que c'était la meilleure évaluation possible. Et c'était pas contre vous. Vous n'êtes pas fait un choix débile. Vous avez fait le meilleur choix de l'époque avec les facteurs, les informations que vous aviez à cette époque-là. Donc il n'y a pas de liberté dans le choix. Le choix se fait à travers vous. Et si vous continuez avec ce mari ou cette femme et que vous continuez de vous pourrir la vie, et que les enfants grandissent et que vous en avez ras-le-bol et que vous dites bon bah maintenant c'est bon, j'ai fait mon devoir, parce que dans ceux qui sont dans je reste dans mon couple, je suis engagée, souvent il est question de devoir, j'accomplis mon devoir. Alors pourquoi j'accomplis mon devoir? J'accomplis mon devoir probablement parce que on m'a dit qu'il fallait dans la vie accomplir son devoir, faut être sérieux dans la vie. Probablement ça peut être aussi un héritage religieux, hein, patriarcal aussi, hein. Voilà, il est de bon ton de rester avec ses enfants, sa famille, etc. Donc regardez de quel endroit ça part de vous que vous sauvez votre couple déjà. Et quand c'est pour le devoir, je me dois de rester dans mon couple et que ça continue en l'état, qu'il n'y a rien qui bouge dans votre couple. Les enfants grandissent, très souvent il y en a au bout d'un certain temps qui envoient tout péter et qui font alors, je m'en vais, je pars avec une nouvelle personne. Parce que maintenant, voilà, je m'offre, maintenant que j'ai fini mon devoir est accompli, donc je suis libre. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de choix là-dedans. C'est des histoires de profil, de personnalité, soit des personnes qui sont branchées devoir et responsabilité, soit des personnes qui ont eu un héritage culturel, un héritage religieux, une éducation très stricte et qui sont imprégnées de ça et qui n'ont pas le choix. Donc il n'y a pas de choix qui se fait, donc il n'y a pas à regretter plus tard parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de choix. Le choix s'est fait à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire mieux que ça. Point. Donc détendez-vous. De toute façon, vous allez partir dans une direction. Soit là, mais un choix va se faire à travers vous. Donc la question, je reprends la question qui était, est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ferai le bon choix? C'est une question, elle ne sert à rien, elle est complètement inefficace, elle est improductive. Il vaut mieux vous détendre en étant tranquille et en faisant confiance qu'à un moment donné, un choix va se faire. Le choix se fera parce qu'une évaluation d'une partie de vous va évaluer que c'est le meilleur choix du moment. Et à T+10, un autre choix se fera, vous pourrez repartir dans une autre direction parce que ça sera une autre évaluation. Et n'oubliez pas que quand il y a un choix qui se fait, c'est qu'il y a une partie de vous qui prend soin de vous. Et c'est pour ça que le choix se fait. Si c'est sauver mon couple, et pas partir avec l'amant et la maîtresse formidable, c'est parce que la partie qui veut sauver son couple est là pour préserver. Hein, c'est la partie conservatrice. Je suis quelqu'un
qui aime conserver, qui aime protéger ma femme et mes enfants. Donc cette partie, j'ai pris soin de cette partie de moi en sauvant mon couple. Donc c'est pas mal intentionné, c'est pas pour faire du mal, ni pour vous faire du mal, ni pour faire du mal à votre amant que vous laissez choir. C'est simplement parce que à ce moment-là, vous avez voulu préserver l'image de vous, de quelqu'un qui est fiable, qui est une belle image, hein, entre nous soit dit, et pour préserver, soi-disant, la cellule familiale, pour pas faire du mal à ceux que vous aimez. C'est respectable. Il n'y a pas de problème avec ça, si vous n'en faites pas un problème. Mais ça part toujours, quand un choix se fait, ça part toujours d'une partie qui prend soin de nous. Si vous évaluez qu'il vaut mieux lâcher l'affaire avec votre partenaire de couple et partir sur une autre, un inconnu, un amant, une maîtresse qui apparaît comme bien meilleur que votre partenaire préféré, il n'y a pas de choix libre non plus. C'est probablement qu'à ce moment-là, il y a une partie qui prend soin de vous. Et la partie qui prend soin de vous, c'est quoi? Je prends soin de mes besoins d'aventure, de fantaisie, de nouveauté, d'enrichissement, de sexualité si je ne suis pas comblée dans ma sexualité, d'échange intellectuel si je m'ennuie avec mon partenaire de couple, de quelqu'un qui va m'enrichir sur d'autres points et nourrir mes besoins que mon partenaire de couple ne peut pas satisfaire. Donc c'est aussi une partie de vous qui prend soin de vous. C'est toujours une partie de nous, quand il y a un choix qui se fait, c'est toujours une partie qui prend soin de nous. Donc ce n'est pas un mauvais choix, c'est un choix qui se fait par rapport à une évaluation d'un moment. Comprenez ça, hein, ça c'est vraiment important. Hein, parce que bien souvent, il y a des personnes qui se prennent la tête, et qui me prennent la tête aussi par conséquence. Ah, mais je le regrette, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, et si j'étais restée, peut-être que ça aurait donné ça, mais maintenant je regrette. Ben, arrêtez de regretter. Ça s'est passé comme ça pouvait pas se passer autrement. Maintenant, aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que vous imaginez qui serait meilleur pour vous? Qu'est-ce qui répondrait le mieux à vos aspirations? Et de quel endroit ça part le fait que vous restiez ou que vous partiez? C'est surtout ça la vraie question. De quel endroit ça part de moi que je reste ou que je parte? Donc si c'est pour être respectable, est-ce que c'est vraiment vrai que je suis quelqu'un qui est respectable si je sauve mon couple? Est-ce que si je reste dans les clous là, si je suis dans le cadre, est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui préserve? Parce que je peux avoir l'idée que je vais préserver ma cellule familiale, mais peut-être, je vous l'ai dit, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que je vais aggraver le cas. Je peux aggraver le cas en restant, hein, parce que je peux faire encore plus de mal à ma femme en voulant sauver mon couple et mes enfants, alors qu'en fait, notre couple bat de l'aile, on est déjà tellement mal ensemble, on ne sait pas comment changer notre couple, on n'a pas les leviers pour le faire bouger, on n'a pas fait de thérapie, on n'a pas fait de travail sur nous, donc notre couple s'appauvrit de plus en plus, il va de plus en plus mal, et je crois, soi-disant, qu'en restant, c'est le mieux pour mon couple, mais qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que c'est vraiment vrai? Par exemple, hein. Donc est-ce qu'il faut sauver son couple? J'en sais rien. En tout cas, il faut interroger de quel endroit ça part de moi que je veux absolument sauver mon couple. Ou est-ce que ça part de la belle image de moi, hein, je mets un point dans mon CV, là ça fait chic, que je suis quelqu'un de fiable. Ah oui, ça fait beau, ça fait je serais chic, je fais un bon karma, je vais mourir avec, il y aura écrit sur ma tombe, je suis quelqu'un de fiable, d'honnête, d'intègre, magnifique, hein, c'est magnifique. Hein. Tout ça pourquoi? On s'en fout hein, de l'image, c'est votre image. Donc c'est très égotique, c'est très narcissique. Mais c'est de vous à vous. Hein. Donc regardez de quel endroit ça part que je veux me positionner sur il faut sauver mon couple. Est-ce que c'est vraiment vrai que mon couple a besoin d'être sauvé déjà? Et est-ce que c'est vraiment vrai que ça va faire du bien à mes enfants, à ma femme, à moi-même? Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Interrogez. Interrogez-vous. De la même manière, interrogez-vous, est-ce que c'est vraiment vrai que ça va être mieux de partir à droite ou à gauche avec l'amant ou la maîtresse? De suivre mon élan. Hein, si, je vous l'ai dit tout à l'heure, si je suis férue de nouveautés, de liberté, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, je veux rater aucune expérience, je vais me raconter que c'est mieux d'aller ailleurs. Peut-être que c'est vraiment vrai, j'en sais rien. Est-ce que c'est vrai? Mettez-vous 3 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans. Moi, pour l'avoir vécu, à chaque fois que je suis partie pour un autre, j'ai fait ça, je ne sais pas combien de fois. Parfois, ça a été vrai que c'était une histoire merveilleuse, hein, mais avec des emmerdements quand même à la clé, hein, parce qu'au bout d'un moment, l'autre, il est en face, hein, tout le temps. Hein, quand vous l'avez tout le temps dans un quotidien en face, il est moins merveilleux qu'au début. Hein, vous connaissez ça. Donc il y a quand même voilà, des
pas des déceptions, mais voilà, il va falloir s'accorder, accorder nos violons. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des frictions. Hein. Le couple, c'est vraiment de la friction. Un couple qui dure dans le temps, c'est, souvent on appelle ça de la compassion frictionnelle. C'est-à-dire il va y avoir des moments tendres, des moments doux et chauds, et plein de moments de friction à la clé. Donc si vous n'êtes pas capable de gérer toutes les frictions, ben vous êtes dans la merde, en clair. Voilà. Et donc l'idée de se dire ah oui mais ok il y a des frictions mais moi je veux que le bon, je veux que le chaud, je veux que partez, vous allez partir sans arrêt sur le nouveau et des fois ou la nouvelle et vous allez être déçus parce qu'au bout de 6 mois, 3 mois des fois bof si j'avais su moyen quoi. Voilà. Mais très souvent moi pour l'avoir vécu par ma propre expérience, en général quand d'un coup je me mets à mon élan de suivre est plus fort que tout, je ne peux pas m'empêcher de partir et de lâcher le camarade qui est de couple, qui est en face de moi, auquel je tiens d'ailleurs en général, hein, parce que je ne rencontre que des hommes merveilleux en général, donc ils sont tous bien. Donc quand je pars, c'est sur un élan, un enthousiasme, une envie d'encore plus merveilleux que ce n'est merveilleux d'ailleurs. Et en général, ce que j'ai pu constater, d'ailleurs, je me suis souvent observée, je me dis, mais c'est bizarre, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de partir. Je sais que ce n'est pas forcément raisonnable. Peut-être ce serait mieux de rester là parce que je connais, parce que je sais qu'on s'entend bien, parce que voilà, on partage un quotidien, parce que on fait une bonne équipe ensemble, etc. Mais il y a une partie qui est plus forte que moi, qui ne peut pas s'empêcher de bifurquer. Alors, je me suis demandé, parce que je fais partie de ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont sous le joug de l'engagement et je ne bougerai pas d'un iota. Vous avez compris que moi je fais partie de ceux qui sont plutôt formatés liberté. Genre, tous les possibles sont ouverts. Voilà. Donc, on va pas de fermeture à l'horizon. Restons dans l'ouverture de l'illimité. Donc tous les garçons qui sont... Voilà, il y en a plein. Oh, je ne veux pas que ce soit fermé dans le futur. Hein. Restons dans les futurs possibles ouverts. Ça se passe ou ça se passe pas, mais il y a des personnes comme moi, j'en connais plein, hein, qui ne veulent pas voir un futur bouché. Et qui du coup ont des élans de partir ailleurs, d'être dans la fantaisie aussi, la liberté, la fantaisie, la créativité, la nouveauté, enfin toutes ces valeurs-là, qui sont des valeurs qui ne sont pas plus nobles que le respect, l'engagement, etc., la structure. Comprenez bien que ce sont des valeurs qui s'opposent. La valeur de la conservatrice, structurelle, l'engagement, la fiabilité, la durabilité, enfin des trucs comme ça, hein, la fidélité, la non-exclusivité, contre, à l'opposé, les valeurs de liberté, de fantaisie, de nouveauté, de changement, d'innovation. Il n'y a pas des valeurs qui sont meilleures que d'autres. C'est juste des valeurs d'abord qui font le grand écart. C'est pour ça qu'il y a un tiraillement et un conflit intérieur dans la personne. Hein. Parce que très souvent, moi je les ai aussi, hein, j'ai des valeurs d'engagement et des valeurs de fantaisie, donc, ou d'enrichissement ou de nouveauté. Donc on fait quoi avec ces valeurs doubles comme ça, qui s'opposent? Eh bien, on s'interroge et on ne se prend pas trop la tête, parce qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit, un choix va se faire à travers vous, qui soit parce que vous êtes formaté comme moi par « je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, j'ai un appel à droite, et donc je ne peux pas rester là », soit ça se fait tout seul parce que votre partenaire en face, il va vous lâcher. Parce qu'il en a ras-le-bol de voir que vous êtes un papillon, donc il va dire « je ne veux pas de ton papillon, toi le papillon, dégage ». Moi je veux quelqu'un de fiable et d'honnête. Donc des fois les choix ils se font sans vous, hein. Ça se fait pas, ça se fait tout seul. Vous êtes éliminé, ou ça s'élimine parce qu'il y a trop de violence, donc ça s'élimine tout seul. Mais examinez quand même de quel endroit ça part de vous que vous partez. Et quand c'est plus fort que vous, c'est que la partie, par exemple chez moi ça a été comme ça, la partie qui avait un appel pour vivre autre chose, pour vivre quelque chose de plus authentique aussi pour moi. C'était le cas parce que quand on est dans le mensonge, quand je racontais des cracks, au bout d'un moment j'en pouvais plus moi de raconter des cracks. Donc je suis partie pour vivre en vérité. Parce que c'était possible de vivre en vérité avec quelqu'un qui pouvait accepter les amours pluriels. Mais voilà, donc quand il y a et c'était une partie qui a pris soin de moi. J'ai pris soin de moi à l'endroit où je voulais vivre en vérité. Je ne pouvais plus rester avec mon mari il fallait que je mente. Parce que si je mentais pas, il me dégageait. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, le jour où j'ai dit la vérité, il m'a dégagé. Donc c'est ça. Mais il faut regarder, mais là je vous parle de moi, mais c'est pour que vous puissiez vous examiner quand vous êtes dans ce plan, je suis tiraillée entre je dois rester ou partir, regardez de quel endroit ça part de vous, que vous sentez l'élan de partir ailleurs. Et c'est toujours une partie qui prend soin de soi. Donc l'autre n'y est pour rien. C'est-à-dire l'amant, la maîtresse, le mari, il n'est pas pour grand-chose là-dedans. Il est simplement qu'il révèle ces parties de vous qui ont envie de s'expanser.
Voilà. Si je suis toujours dans le mensonge, j'ai envie de vivre en vérité. Pourquoi j'ai envie de vivre en vérité? Parce que je sens que si je vis en vérité, je vais pouvoir être aimé peut-être inconditionnellement. Parce que je rêve de ça. On va m'aimer pour la totalité de qui je suis. Voilà. Ça, c'est un exemple. Mais si je suis dans une relation où je subis de la violence, verbale, pas forcément de la violence physique, ou quelqu'un qui ne me soutient pas, bah, peut-être que je vais rêver d'une personne attentionnée à mon égard. Voilà, et donc je vais commencer à partir et à m'intéresser à une autre personne qui est beaucoup plus attentionnée que mon mari qui ne l'est pas, par exemple. Donc ça part aussi d'un endroit où je prends soin de moi. Et donc cette question-là, elle est intéressante à soulever. De quel endroit ça part? Parce que c'est légitime d'avoir envie de vivre en vérité, comme c'est légitime d'avoir envie de recevoir de son partenaire préféré de la bienveillance, de l'attention et pas de la violence. Est-ce que c'est négociable dans mon couple? Avant de partir à droite ou à gauche, est-ce que je peux trouver ça, mettre les pendules à zéro, comme je dis souvent, et trouver ça avec mon mari ou ma femme? Parce que si ça se trouve, je ne sais pas, si ça se trouve, je crois que ce n'est plus... J'ai lâché l'affaire, je me suis résignée. Si je suis avec quelqu'un qui est plutôt violent ou qui n'est pas très attentionné, je n'y crois plus qu'il puisse m'aimer comme ça. Donc j'ai déjà lâché l'affaire, je suis partie sur l'autre. En me disant, l'autre, il est capable de me donner ça, lui, mon mari, il ne peut pas me donner ça, donc partons à droite. Mais si ça se trouve, c'est quelque chose qui peut être renégocié. Hein, on peut changer les bases et les fondations dans un couple. Les crises, elles servent à ça, plutôt que de partir. Ça peut être aussi utile de remettre le couple à plat en disant, bon, voilà, ce partenaire-là, mon mari, ne peut plus être attentionné. Est-ce que je suis capable de remettre les pendules à zéro ? De ne pas aggraver le cas et d'avoir des contentieux que je rumine sans arrêt sur lui. Je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux. C'est un salaud, il ne m'a pas soutenu. C'est un salaud, il n'est pas attentionné à mon égard, donc il ne le pourra plus jamais. Est-ce que c'est vraiment vrai? Hein, on a le droit de faire des impairs. Hein. Peut-être qu'il n'a été pas attentionné, peut-être qu'il peut changer son fusil d'épaule. Voilà. Bon. Donc il y a tout un tas de choses à regarder avant de lâcher le bébé avec l'eau du bain aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui sont renégociables, redécouvrir, repartir sur des nouvelles bases et arrêter d'alimenter des contentieux avec son mari et sa femme? Ça, c'est pour la thèse qui consiste à sauver son couple. Hein. Là, je suis dans le oui, il faut sauver son couple, vous avez compris. Mais parfois, quand l'autre ne peut pas changer, je ne dis pas ne veut pas changer, je dis jamais ne veut pas changer, on ne peut pas, c'est parce qu'il ne peut pas changer, il a des raisons XY qui fait qu'il ne peut pas changer, alors à ce moment-là, oui, il vaut mieux partir. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me tape dessus, ou qui n'est pas attentionné, ou qui ne me calcule pas, ou qui est sur ses jeux vidéo, ça sert à quoi? Bon, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Donc on peut trouver mieux ailleurs, effectivement. Donc c'est intéressant de voir de quel endroit ça part, et est-ce que quand je lâche le bébé avec l'eau du bain, ai-je vraiment raison de lâcher si vite, si facilement, et si je fais d'autres expériences par ailleurs, est-ce que c'est vraiment vrai que le prochain va être la bonne personne? Ou est-ce que je ne me raconte pas une histoire encore de nouveau? Parce que l'enthousiasme, hein, l'état amoureux, c'est une addiction. Hein. Donc si je m'ennuie dans mon couple, ou je m'ennuie dans ma vie, ou j'ai une vie trop rigide, trop routinière, ou je me mets trop de pression par exemple, ou je ne sais pas me donner du plaisir, et ça et j'en suis responsable, mais je crois que c'est mon mari ou ma femme qui est responsable de ça, parce que je peux aussi accuser l'autre en disant ouais, hein, c'est à cause de toi que tout va mal, t'as vu, on fait pas assez de choses ensemble, t'es pas surprenant, tu fais pas de l'impro, tu m'emmènes pas tu fais pas assez fantaisiste. On peut accuser l'autre, on peut blâmer l'autre, sauf qu'on voit pas qu'on est responsable, qu'on ne sait pas se donner du plaisir à soi-même, on ne sait pas s'inventer des choses, donc on accuse l'autre. Bon, voilà, donc évidemment, là on va commencer, et c'est souvent le cas, à imaginer que l'herbe serait plus verte ailleurs avec une autre personne qui va nous emmener dans de la fantaisie, dans des choses surprenantes, extraordinaires, etc. Mais déjà on ne sait pas se le donner à soi-même. Hein. Voilà. Donc c'est important aussi de voir, je fais porter à l'autre le chapeau, et bien souvent c'est que j'ai pas pris ma responsabilité dans l'histoire. Donc jusqu'où je peux me remettre actrice ou acteur de ma propre vie, déjà pour me ressourcer et me rendre la vie merveilleuse moi-même, avant d'attendre que l'autre me rende la vie merveilleuse. Un petit 1 du petit 1, ça, dans le couple. Hein. Et en général, quand j'interroge ça, hein, c'est aussi l'objet de mon atelier de ce week-end, est-ce que je sais me rendre la vie merveilleuse? À plein, alors allez-y maintenant, rendez-vous la vie merveilleuse.
Ah, il bougeait plus. De quoi, rendre la vie merveilleuse. J'attends que toi, tu viennes vers moi. Ben, je peux toujours attendre. Est-ce que moi, je sais me rendre ma vie merveilleuse? Est-ce que je sais m'enchanter? Ben non. Très souvent, il y a une défaillance, une faille à cet endroit-là. Hein. J'attends que mon partenaire me réveille ou me fasse des tas de trucs extraordinaires. Ben non, je ne sais même pas me le faire à moi-même. Donc ça commence par moi, hein, d'abord. Hein. Voilà, donc ça, c'est aussi important de voir ça. On ne s'en rend pas compte. Donc on rêve d'un autre, mais en fait, déjà, on ne se le fait pas. Et on ne demande pas à l'autre de nous rendre la vie merveilleuse. On n'est pas très créatif. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi une des raisons d'être tiraillé entre ici et là-bas. Voilà, ailleurs, c'est mieux. Ailleurs, là-bas. Et des fois, c'est vrai. Par expérience, j'ai aussi fait des expériences où le partenaire matchait plus avec moi, voilà. En tout cas par rapport à mes aspirations. Donc ça peut être vrai aussi qu'on peut trouver une autre personne qui correspond plus à nos aspirations, qui matche mieux par rapport à qui on est, hein, et qui peut nous aimer davantage selon qui on est. C'est vrai aussi, ça, je ne vais pas dire c'est pas, ça peut être vrai qu'il vaut mieux partir aussi, parce qu'il y a des personnes qui nous correspondent plus, c'est vrai aussi. Voilà. Mais c'est à évaluer. Il y a des risques à prendre dans la vie, hein. Si on est dans j'aime l'aventure, il faut assumer le risque. Pourquoi il n'y a personne? Alors attends, je vais te passer le... Si tu veux parler, prends le micro. Par exemple, une personne qui vous correspond plus. Attends, vas-y. Vous dites, je partirai toujours quand même. Alors, redis. Donc, une personne qui correspond plus. Par exemple, avec vous. Oui. Vous partez ailleurs parce que... Je pars ailleurs parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Une personne, elle vous correspond plus, soi-disant, mais oui. après, vous repartez encore ailleurs. Alors, moi, j'ai fait toutes les expériences. J'ai fait plusieurs expériences. J'ai fait une expérience, c'est parce que j'en ai fait plein, c'est pour ça. Donc, j'ai fait une expérience où, effectivement, c'était mieux ça a été mieux pour moi de partir. Et j'ai fait un couple de 15 ans derrière. Et effectivement, c'était mieux que mon mari de départ. Et pourtant, j'étais très attachée à mon mari. Hein, mais ça, c'est mon parcours à moi. Et après, j'ai fait encore une autre expérience où je suis partie pour un autre parce que je rêvais que c'était mieux. Et au bout de 6 mois, c'était bof, quoi. Oui, mais vous allez faire toujours ça, alors? Ah non, parce que moi, j'ai arrêté ces histoires-là. Moi, je me suis arrangée pour être, je vous ai dit, je me suis arrangée pour être dans un modèle ouvert. Donc maintenant, j'ai aucune raison de partir puisque je suis avec un partenaire qui est d'accord d'avoir d'autres partenaires. Donc c'est plus tranquille pour moi. J'ai réglé le problème par cette astuce-là. Hein. Donc j'ai plus à être je fais plus de ou. J'ai aucune raison de partir, puisque tout est possible. Donc, je ne vois pas pourquoi je partirais. Et lui aussi. Mais ça, je vous dis, c'est à la marge. On est dans des modèles qui sont des modèles d'amour pluriel, qui sont des modèles à la marge. Alors, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas rentrés dans la morale, mais on voit quand même que ça apparaît un peu plus qu'avant, puisque d'ailleurs, il y a une catégorie, pour parler des catégories, la catégorie du polyamour existe. Moi, quand j'ai commencé il y a 15-20 ans, ça n'existait pas quand même, hein. Mais je le faisais quand même. Mais voilà, aujourd'hui il y a une catégorie, il y a plein de catégories, il y a des catégories qui apparaissent en veux-tu en voilà, des classifications. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent dans les catégories. Donc ça veut dire qu'il y a des modèles qui s'ouvrent et qui existent davantage, qui sont répertoriés en tout cas. Ouais, tu peux passer le micro. Attends, juste prends le micro. Alors il amplifie pas, mais il enregistre. Donc le problème ne se pose pas là. Alors attends, un truc que je vais faire, c'est que tu vas venir prendre le micro qui amplifie. Ah ben non, mais ça marche. Est-ce qu'il amplifie? Ouais, mais eux, ils n'entendent pas. Ou alors moi, je vais reformuler ce que tu dis. Voilà. Moi, quand je suis partie, c'était pas pour être bien avec quelqu'un d'autre. C'était d'abord pour être bien avec moi-même. Voilà. Me trouver moi-même. Oui. Et une fois que je me suis trouvée moi-même, après, j'ai papillonné à droite et à gauche. Et j'ai pris ce qui me convenait, ce qui m'allait. Ok, attends, je vais retraduire. Donc, tu disais que quand tu es partie, c'était pas pour quelqu'un d'autre, c'était pour te trouver toi. C'est ça que tu as dit. Ok, parfait. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel, évidemment, c'est de se rencontrer soi. De toute façon, on ne rencontre que soi, même avec tous les partenaires. Mais là, le thème du jour, c'était faut-il rester sauver son couple ou suivre quelqu'un d'autre, c'est pour ça. Mais j'entends que toi, tu as choisi de ne pas partir pour quelqu'un d'autre, mais partir pour toi. Tu t'es choisi pour te rencontrer, te retrouver, te trouver, peut-être pas te retrouver, mais te trouver, hein, et expérimenter une solitude heureuse ou tranquille, ou voilà, pour ensuite partir ailleurs. Oui, mais bien sûr, ça c'est une autre option, hein, qui effectivement est une option intéressante, qui est à un moment donné
je pars pas de l'un pour l'autre, je saute pas de l'un à l'autre, mais je prends un temps pour me poser et pour aimer la vie que je mène, en solo. Parce que si, ça je l'ai dit 50 fois, je le redis, mais si je pars dans la relation avec un manque de moi, forcément, à chaque fois, je peux faire que du remplissage. Hein. Donc, mais bon, moi, c'est pas mon cas, hein, je pars pas dans la relation parce que je manque de moi, parce que j'aime les garçons, mais j'aime bien aussi la vie que je mène en solo. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes qui ont une très grande difficulté à la solitude, et qui utilisent des partenaires pour combler un vide, évidemment, c'est souffrant. L'autre, il ne peut jamais combler ton vide. Donc, il y a une dépendance affective qui se met en place, et c'est horrible, quoi. Donc, effectivement, ça vaut la peine, quand on ne s'est pas rencontré, de passer un temps en solitude, de seul à seul, pour se rencontrer, évidemment. Bien sûr que c'était une bonne expérience. Ok. Mais là, on était sur le thème, faut-il rester avec celui qu'on est ou partir ailleurs? Partir, suivre son désir. Suivre son désir, c'est vraiment l'idée du désir. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, puisqu'on est parti sur les questions, donc je vous rappelle que ce thème, c'est engagement, liberté. Hein, on est sur... suivre son désir, aller au bout de son désir. Moi, j'étais sur l'idée d'assumer, je ne sais pas si je vous l'ai dit ça, pour moi, il y a des questions de l'ordre de j'assume tout. Donc, vous avez remarqué que j'assume tout, d'ailleurs, personnellement, mais je vous confie cette clé qui est, est-ce que je peux assumer ce que je vis, ce que je suis, tranquillement, hein. Assumer, ça veut dire, je me mets là, j'assume. Je me mets là-bas, j'assume. Assumer, c'est, ben voilà, je suis d'accord que si je pars dans une direction, il y aura des plus et des moins. Il y a toujours les avantages des inconvénients et les inconvénients des avantages. Partout où vous êtes. Hein. Il n'y aura jamais une situation idyllique. Jamais, jamais. Ça n'existe pas. Puisque nous sommes dans une vie, dans une aventure terrestre limitée. Donc vous aurez affaire à des inconvénients. Et en général, ce qui se passe, c'est que les avantages, enfin les qualités que vous repérez chez votre nouveau partenaire, sur le new partner, va à un moment donné s'en transformer en problème. Parce qu'il se trouve que votre plus grande ressource, si c'est une personne à l'extérieur de vous, donc un partenaire amoureux, ça peut devenir votre plus grand problème, comme vous l'avez remarqué. Je répète, votre plus grande ressource, si c'est votre partenaire, peut devenir votre plus grave problème, plus gros problème. Parce qu'il fait pile et face. Il fait avantage-inconvénient. Surtout si vous misez beaucoup sur le partenaire. C'est-à-dire si vous attendez beaucoup du partenaire. Donc ça, c'est extrêmement compliqué aussi. Hein, de se rendre compte à l'évidence qu'à un moment donné, vous partez là, que vous mettez là ou là. De toute façon, partout, il y aura des emmerdements. Il y aura des moments magnifiques, il y aura des moments sympathiques, il y aura des moments d'attachement, là ou là. Mais il y aura des moments compliqués. Il y aura des inconvénients partout où vous irez. Donc à un moment donné, on peut aussi se détendre un peu avec cette affaire et se dire que de toute façon, là où j'irai, il n'y aura jamais un truc parfait. Il n'y aura jamais une histoire idyllique. Donc est-ce que je peux assumer les situations qui vont venir à moi, même quand je serai confrontée à des frictions, même si je serai confrontée à des désillusions? Est-ce que je peux d'emblée partir dans « je suis d'accord avec ça » ? Il y en aura, donc je suis d'accord que je vais en avoir, donc je ne suis pas déçue quand il y en a, parce que je sais qu'il y en aura. Je vais assumer, voilà, j'assume tranquillement, du mieux que je peux, tranquillement, je ne suis pas tranquille, il y a de la souffrance, il y a de la souffrance, il y a de la désillusion, il y a de la désillusion, il y a ce qu'il y a, mais est-ce que je peux assumer, c'est-à-dire être d'accord avec le fait que là ou là, il y aura quelque chose de difficile, il y aura quelque chose de facile, il y aura de l'agréable et du désagréable. Ben voilà, je suis au courant. Donc je ne suis pas surpris ni étonné quand ça arrive. Donc du coup, je suis plus tranquille. Donc ça veut dire que je suis plus à même de faire face aussi. Si je sais ça, si je ne lutte pas contre ça, c'est un postulat, hein, c'est l'impermanence. Les choses bougent tout le temps, il n'y a rien de stable. Et ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. La personne qui était la plus attentionnée de la Terre, elle peut devenir, se transformer en Dr Jekyll et Mr Hyde. Et tout peut bouger tout le temps. Et Dr Jekyll et Mr Hyde il peut redevenir Dr Jekyll et ainsi de suite. Et donc ça bouge tout le temps. Donc rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis. Et est-ce que je peux assumer ça aussi? Alors, et si je suis en prix de sécurité, parce qu'en général, le profil, c'est un profil de personnalité, hein, qui est engagé, structuré, conservateur, qui veut sauver son couple, qui ne veut pas faire du mal à sa femme, à son mari,
Ça, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le devoir, comme je l'ai dit, et qui sont assez dans un climat un peu serré comme ça. Et donc qui vont avoir du mal à assumer l'autre partie, qui est plus dans j'ai envie de liberté aussi. Donc elles vont vivre un peu serrées comme ça. Hein. Moi j'ai vu des personnes qui sont beaucoup dans je sauve mon couple, mais elles vivent comme ça, quoi. Elles sont serrées. C'est pas très agréable à vivre. Voilà. Donc assumer, c'est être capable d'assumer ses choix, d'assumer sa vie, d'assumer qui on est, de savoir qu'il n'y aura jamais de quelque chose d'idéal. Et alors ? Bon voilà, c'est comme ça. Bah oui, au moins on se détend avec les limites, quoi. Hein, c'est toujours le chemin. Pour moi, le chemin de la vie, c'est le chemin de l'acceptation des limites, c'est-à-dire de voir que à n'importe quel endroit où je serai, il y aura des moments de joie et des moments compliqués. Bon très bien. Est-ce que je peux faire face, quoi ? Est-ce que je suis prêt à faire face ? Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Si je lutte contre ça, je vais encore me prendre la tête. Je vais encore rajouter de la tension sur ce qui est déjà. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ah. Donc du coup, c'est plus fluide. La vie devient plus fluide. Bon, je peux pas m'empêcher de partir là. Et j'y vais. J'assume. Déjà, ça me détend parce que je peux pas faire autrement. Donc j'arrête de m'en vouloir parce que je peux pas faire autrement. Donc je vais pas m'énerver parce que je peux pas faire autrement. Si je ne peux pas faire autrement de faire mon devoir, je ne peux pas faire autrement puisque je suis formatée dans mon disque dur avec le sens du devoir. Et je ne vais pas m'en vouloir. Je vais m'en vouloir. C'est plus fort que nous, ça. C'est inscrit. Ce sont des inscriptions. Des inscriptions, que je vous ai dit, des héritages culturels, religieux, des héritages l'éducation, enfin tout ce que vous voulez. C'est des traumatismes. Donc on a des inscriptions, des conditionnements. Donc on ne va pas s'en vouloir d'être conditionné. C'est une hérésie pour moi. Et les conditionnements, on ne peut pas... Non, on peut juste voir qu'on s'en veut d'être comme ça et d'arrêter de s'en vouloir, de se faire la paix avec ça. Je ne vais pas m'en vouloir d'être formatée sur... par exemple, j'ai arrêté de m'en vouloir sur le papillon que je suis. Je suis un papillon. Est-ce que j'ai envie maintenant de devenir un chêne ? Non, je ne veux pas devenir un chêne, je suis un papillon. Tu m'emmerdes. Tranquille, tu veux un chêne, va sur le chêne. Mais laisse-moi avec mon papillon. Qui n'est pas qu'un papillon, c'est une facette de moi. Mais moi, on m'a beaucoup reproché d'être un papillon. Très bien. Et alors ? C'est ça, assumer, c'est reconnaître que c'est une partie de moi, c'est une polarité, et est-ce que je peux non seulement l'aimer et assumer ? Parce que c'est une partie qui est vivante aussi. Donc je ne vais pas vouloir être un chêne si je te vois. À un moment donné, c'est accueillir ce qu'on est, au lieu de lutter contre soi, on est comme ça. On peut s'en vouloir beaucoup d'être comme on est, et donc à un moment donné, il y a quelque chose qui peut apparaître de l'ordre de je fais la paix avec moi, et je m'accueille dans ces parties de moi qui sont ce qu'elles sont et qui m'orientent dans des choix qui ne sont pas des choix. Il n'y a pas de liberté dans les choix que je fais. Tu peux récupérer le micro. Le micro. Merci de faire passer le micro. Ah, Lily. Et je vais reformuler. Je n'ai pas de micro, genre. Ça semble facile pour toi quand tu as. Non, ça n'a jamais été. Alors, bonne question. Et moi, je le ressens comme ça. Et je me dis, elle parle un langage, ok, intellectuellement, je suis ok. Mais après, de le vivre dans mon quotidien, ce que tu proposes, moi, je veux bien, tout de suite. Très bonne remarque. Donc, je redis. Hein. Donc, elle dit, ça semble facile et simple, en théorie, tout ça. Donc, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Mais j'ai souffert, mais tu ne m'as même pas le martyre que j'ai souffert avec ces histoires-là. Mais tu n'imagines même pas comment j'ai pu. Quand je vous dis, se prendre la tête, être obsessif, être tiraillé dans un conflit entre une partie qui veut aller là, l'autre partie qui veut rester, qui se dit merde, et si je lâche les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, je suis pas une bonne mère, et je fais du mal, et c'est pas raisonnable, mais comment je fais, puisque c'est plus fort que moi, non, mais j'ai passé des mois là-dessus, je me suis pris la tête, mais grave. Donc c'est le fruit de mon parcours que je vous livre. Donc c'est simple, maintenant, comme ça. Là, comme ça, je suis en face de vous, là, je suis pas en train de faire un choix d'ailleurs. Et puis je me suis arrangée pour être tranquille dans un modèle ouvert. Mais ça n'a pas été simple. Évidemment que c'est pas simple. Mais les conclusions que j'en ai tirées, c'est ce que je vous donne. Ça peut alléger le système, d'arrêter de s'en vouloir, de voir qu'on ne fait pas un choix volontairement. Un choix se fait à travers moi, parce qu'à un moment donné, une partie prend soin de moi. Et que celle-là prend le pouvoir. Donc si j'avais su ça, je me serais peut-être moins tiraillée pendant des mois. Est-ce que je reste, je pars, je reste, je pars. Tu vois ? Ça aurait été plus aisé ou plus fluide et je m'en serais pas voulu, j'aurais pas regretté, tu vois, parce qu'après, ah oui, mais j'aurais dû, et si j'avais su, et alors là, je rajoute des couches, quoi.
Tu vois, ça c'est terrible ça. Il y a déjà assez de souffrance à faire des deuils, si tu veux, parce que partir, ça veut déjà faire un deuil, c'est se positionner. Ça peut être plus simple de se positionner, mais en même temps on fait un deuil. Parce qu'on est obligé de choisir une personne pour une autre. On ne peut pas avoir les deux dans le système traditionnel, évidemment. Donc c'est déjà compliqué de faire un deuil. Donc en plus, si tu rajoutes toute la souffrance, des regrets, de la culpabilité, tatati, je suis une mauvaise personne, je n'aurais pas... Alors là, c'est bon, tu t'auto-flagelles, tu comprends, c'est puissance 10 l'histoire. Donc ça rajoute de la souffrance. C'est pas la peine de rajouter des couches pour moi, il y a déjà assez à faire, quoi. Tu vois ? N'empêche que faire des choix, c'est pas simple pour tout le monde. Il y a des mais c'est pas simple du tout. C'est beaucoup plus compliqué. Non, mais les choix, c'est très compliqué pour tout le monde. C'est compliqué. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que le thème de ce soir, il soulève cette question. C'est compliqué, c'est complexe. C'est un tiraillement. C'est un conflit entre une partie qui veut aller là, l'autre partie qui veut aller là. Ça fait le grand écart. Donc évidemment, c'est pas du tout confortable. Avec tout le schéma de la culpabilité, s'il y a des enfants à la clé ou pas même, hein, je vais blesser, ben, je l'ai dit. Donc c'est évidemment quelque chose de complexe. Mais c'est juste pour moi, l'idée de cette conférence, c'est comment vous pouvez alléger le système, pas le rendre encore plus destroy, encore plus pollué que ça ne l'est déjà. C'est déjà assez compliqué, si je me rajoute des couches et des couches et des couches, alors là, je finis complètement étalée sur mon lit, je ne bouge plus. Et il y en a, ça arrive, hein. Je vois des gens, ils sont vraiment... Alors moi, j'ai eu comme ça une patiente qui arrivait chez moi dans un état, mais je ne raconte pas dans l'état qu'elle était. Elle était avec un mari plutôt... D'ailleurs, en général, c'est souvent des maris qui peuvent être gentils, d'ailleurs, par ailleurs. Hein. C'est pas forcément des hommes violents, horribles, parce que ça, c'est plus simple. Je pars pour une bonne raison, il est violent, je me casse. Tu vois. Mais là, c'est un mari plutôt gentil, ça se passe bien, on s'entend bien, voilà, ça va, c'est harmonieux. Mais pourquoi je suis une salope? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était ça dans sa tête. Je suis vraiment une salope, une mauvaise personne, je suis une pute. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir des rapports sexuels avec ce mec, mais ça me fait triper, tu peux même pas imaginer, me raconter ça. Et je ne peux pas m'en passer. Mais je suis vraiment une salope. Mais je ne veux pas faire de mal à mon mari, que j'aime tellement, et à mes enfants, que j'aime tellement. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Voilà l'histoire, une histoire comme ça. Donc elle arrive, et je suis obsédée, ça fait 1 an qu'elle a été obsédée. Donc elle ne dormait plus la nuit, donc elle arrive dans un état d'épuisement pas possible, et ça, toute le jour, la nuit. Le jour, elle était obsédée par le mec qu'elle fantasmait, qu'elle voyait entre 3 et 4. qui était dans son travail, et dès qu'elle rentrait chez elle, elle pensait à son amant, et en même temps elle était dans la culpabilité d'être une mauvaise épouse. Mais c'était parti mon kiki. Donc bon, tu vois la complexité, tu vois le truc, comme dans C'est souffrant. Donc à un moment, moi je l'ai déjà sur dit que je ne suis pas une salope, j'ai des amants, bon voilà, parce que son amant nourrissait des besoins qui n'étaient pas satisfaits avec son mari, très bien, est-ce que je peux accueillir ça? J'ai le droit d'avoir des besoins. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut partir avec l'amant d'à côté. Je lui ai aussi dit, j'ai mis en attention le jour où... Parce que c'était un fantasme. Le mec, elle l'avait jamais vu plus d'1 heure, toutes les, je sais pas combien, tous les 6 mois. Donc, ça peut être vraiment un fantasme. Et en général, le fantasme peut avoir ses avantages, mais ça reste un fantasme. Voilà. Donc, et en même temps, elle était dans... Je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je lui ai dit, allez-y. Suivez votre élan, et puis vous verrez après. Et puis après, vous repartirez dans une autre direction. Mais à un moment donné, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Si vous avez beaucoup d'expérience, vous allez vous rendre compte que tu pars ici, tu pars là, tu bifurques ici et tu rebifurques là-bas. Il n'y a pas de bonne affaire ou de mauvaise affaire, je dirais. Il y a des expériences qui se créent, des histoires qui se font, qui se tissent et qui se détissent, qui s'arrêtent, des ruptures, des liens, mais il n'y a que des expériences quelque part. Il n'y a pas un truc qui aboutit à quelque chose avec un happy end, comme dans un film, et on baisse le rideau, happy end. Ça n'existe pas ça. La vie est mouvement. Donc il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis toujours, mais à un moment donné, tous les chemins mènent à Rome, vous partez là, allez-y, et vous verrez. Puis après, vous partirez peut-être ailleurs. Puis après, un choix, il y a quelque chose qui va se passer. Vous n'allez pas rester, c'est pas statique la vie. Elle va pas rester comme ça. Donc il y aura quelque chose qui se passera. Puis autre chose qui se passera. Puis encore autre chose qui se passera. Il se passera toujours quelque chose. Moi, la vie est une résultante de somme d'expériences, mais c'est pas un truc qui doit aboutir à quelque chose qui va te rendre forcément heureux et on va, y vécure heureux comme le prince charmant et hop, on met les rideaux. Ça, c'est vraiment un truc rigide et fixe, quoi. C'est une idée fixe. Je veux de la sécurité, je veux ma petite maison dans la prairie, je veux mon amant préféré, je veux...
Mais rien n'est stable, tout est instable, donc tout bouge tout le temps. Hein. Alors je peux m'accrocher à la stabilité, mais vous allez vite vous rendre compte que tout ce qui est acquis va repartir, quoi. C'est un rêve, ça. Hein. On est toujours dans je veux l'illimité, je veux tout, je veux tout. Mais ça bouge. Il peut mourir, là, votre partenaire préféré, là, dans la seconde qu'il sort d'ici, il se fait attaquer par un monstre, il disparaît. Bon, et alors, vous êtes veuf. Bon, bah voilà, c'est une expérience. Il y a quand même une programmation par les contes de fées, les films. Oui. On est quand même programmé pour être des filles la vanille. Qui vont rencontrer un garçon. Et... Donc elle dit on est programmé on est imprégné par les films romantiques, par les contes de fées, et notamment pour les filles, oui. Mais pas que les filles, puisque les ados, encore aujourd'hui, il y a un idéal romantique très très fort. Donc cette imprégnation nous fait rêver, nous fait aspirer enfin une belle personne, une belle histoire. C'est le titre de mon atelier, il s'appelle Enfin une belle histoire d'amour. Hein. J'ai créé un atelier pour accompagner les personnes sur la relation amoureuse. Et je ne détruis pas. Et oui, il y a des personnes avec qui vous pouvez faire un chemin merveilleux, dans le sens un chemin mais confrontant. Il y aura plein de frictions. Mais un chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera tout le temps merveilleux. Hein. Voilà, pas tout le temps merveilleux, mais un chemin intéressant, un chemin enrichissant. Hein. Et pour aller dans le sens de l'enrichissement de la relation amoureuse, quand vous avez un amant ou une maîtresse, ou vous avez une autre histoire à côté que votre mari, quand vous avez fait plusieurs partenaires, vous vous rendez compte que parfois, le fait d'avoir un autre partenaire, ça va pas seulement, c'est pas qu'une histoire de cul, parce qu'il y en a qui me disent ah, une histoire sexuelle. Mais non, ça peut être aussi un enrichissement intellectuel, ça peut être aussi l'objet de discussion, d'ouverture d'esprit. Bien souvent, vous êtes avec un mari qui voit les choses comme ça, vous discutez avec l'amant qui voit les choses complètement différemment, un autre son de cloche, un autre point de vue, et c'est un enrichissement. Et s'il n'y avait pas eu cette nourriture à l'endroit de l'amant, vous n'auriez pas vu les choses comme ça. Ça peut donner des enrichissements, des ouvertures d'esprit aussi, hein. D'autres sons de cloche, d'autres visibilités, d'autres opinions, et nourrir votre couple. Parce que bien souvent, et c'est ce que remarquent les gens qui prennent des... Alors, je ne suis pas non plus militer pour que vous preniez des amants et des maîtresses, c'est pas ça l'idée, hein. Ne me faire pas raconter des cracks, parce que je peux dire l'inverse aussi. Mais ceux qui ont des histoires ailleurs, parfois j'ai des clients, hein, des clientes comme ça qui me disent « Mais ouais, mais moi c'est en ayant une autre histoire que ça a sauvé mon couple. » Parce que ça a enrichi mon couple. Je revenais beaucoup plus ressourcée, j'avais d'autres points de vue, on avait alimenté une discussion, je n'avais pas vu ça comme ça. En revenant, je voyais les choses mieux. Ou ça m'a donné de la ressource, de la marge, de la respiration. J'étais vachement mieux. Et donc, quand je revenais dans mon couple, j'avais plus de marge. Hein? Donc, ça peut être aussi l'occasion de repérer ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, mais c'est pour éviter d'avoir des idées trop arrêtées. Je suis toujours en train de prendre le contre-pied des idées reçues, parce qu'on peut avoir des idées vraiment arrêtées et être contenu dans son système en train de croire que ce qu'on croit c'est vrai. Mais ce n'est pas plus vrai que l'inverse. Là, ce sont des expériences, c'est des profils psychologiques. Et c'est pour ça que ceux qui se disent « mais non, c'est pas bien d'avoir une maîtresse à un », mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que c'est ça qui sauve le couple. Je l'avais dit dans la conférence, sur la dernière conférence que j'avais faite, c'était une des dernières sur les problèmes de fidélité, où j'avais dit que des fois c'était sur les tromperies. Et j'avais dit comme ça que des fois, parfois, d'avoir été voir ailleurs, c'est ce qui va permettre de sauver le couple, parce que le couple s'était éteint. Et donc ça va redonner de l'élan à ce couple-là, justement. Parce qu'on arrête de s'éteindre en couple, à deux. On va en mettre du vivant. Et donc ça peut faire vraiment des bénéfices positifs, hein, le fait d'avoir des expériences ailleurs, on ne sait pas ça. Arrêtez d'avoir des idées reçues. Interrogez de quel endroit ça part, que j'ai une partie de moi qui veut là, une partie de moi qui veut là, et qu'est-ce qui est le mieux pour moi, j'en sais rien, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Chaque cas est complètement différent en plus, il n'y a pas un cas, il ne faudrait pas dire que tout le monde, c'est ridicule de dire que tout le monde devrait sauver son couple, ou tout le monde doit suivre son désir, c'est quoi ces conneries ? En plus qu'aujourd'hui, on est dans une injonction culturelle quand même à notre époque, qui serait plus dans suivre votre désir quand même. Hein. Donc là, on serait sociologiquement imprégné par c'est mieux de suivre son désir. Parce que le modèle du mariage est un modèle qui foire, on l'a vu, la plupart des couples divorcent. Donc les enfants qui sont issus de couples divorcés, en général, ils se disent on n'est pas fous nous, on ne veut pas répéter le schéma de nos parents. Donc partons dans des modèles, suivrons notre désir. On ne va pas s'emmerder avec une personne qui ne marche pas.
Un couple qui ne marche pas, hop, on part sur un autre. Donc voilà, donc tout ça c'est simplement culturel, hein, c'est une imprégnation, il n'y a pas de vérité là-dedans. Donc on ne peut pas dire c'est toujours vrai, c'est toujours faux, interrogez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des témoignages ou des questions sur vos vies avec la richesse de vos vies sont toujours intéressantes. Ou des questions sur est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Enfin, je pars, je reste. Non, on est zen. Ah, vous êtes zénifié. Je vous ai zénifié. Je vous ai détendu. Ouais, alors, par contre, tu peux la poser, puis moi je la reformule. Est-ce qu'il y a des façons constructives de réinjecter l'énergie de l'amant dans le couple? Alors, je répète, est-ce qu'il y a des façons constructives de réinjecter l'énergie de l'amant dans le couple, ou de la maîtresse, l'amant ou la maîtresse, des façons constructives? Ça voudrait dire qu'il y a des manières pas constructives de le faire, ça? Oui, constructifs, ça veut dire qu'ils sont efficaces qui font fonctionner davantage le couple, c'est ça? Tu as pris l'exemple de situations où les relations extra-conjugales ont aidé à retonifier le couple, à le retonifier. Moi j'ai cette expérience, si je dis tiens hier j'étais avec Ginette et c'était carrément top, ça fige, ça sidère, c'est plutôt destructeur. Alors je suis allé voir une pièce de théâtre hier, c'était super sympa, j'aimerais bien qu'on fasse plus de théâtre. Alors attends, si j'ai bien compris, par exemple tu vas voir, tu es avec une partenaire fixe, primaire, c'est ça? Et tu vas voir Inès et tu vas au théâtre et c'est super ce que tu as vu avec elle et tu veux rapatrier ça dans ton couple en disant c'est super ce que j'ai vu comme pièce, est-ce que tu voudrais venir avec moi, c'est ça? Ouais. Ok. Elle sait que tu as une relation extra-conjugale ou pas? C'est toute la différence. Hein. Est-ce qu'elle est d'accord ou pas de te partager? Parce que si elle n'est pas d'accord, elle va te poser la question, c'est louche, tu as été au théâtre avec qui? Ça c'est le premier truc des gens qui sont ici. Mais c'est louche. Donc, et en plus ils vont te dire, ah mais tu as été au théâtre avec Inès, ça me retire un truc, ça veut dire que tu ne le fais pas avec moi. Tu m'aimes pas assez parce que tu es parti avec elle et pourquoi tu ne le fais pas avec moi, tu vois? Donc tout de suite c'est le truc pas constructif ça, tu vois. Mais si tu es avec une partenaire qui estime que ça ne lui retire rien, que tu vas au théâtre avec Inès, parce que pendant que tu vas au théâtre avec Inès, elle s'ennuie pas mortellement et qu'elle n'attend pas qu'après toi pour faire des trucs, pour aller au théâtre ou faire autre chose de sa vie, quand elle va te revoir revenir du théâtre, elle va se dire ouais, c'était bien ta pièce. Bon super, d'abord en général pour les personnes qui sont pas en manque de toi, ni d'elle-même, parce qu'en général quand on manque de l'autre, on manque de soi. Hein. On l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a vu, je manque de moi, donc je manque de l'autre. Donc si elle n'est pas en manque d'elle-même, elle va te dire, ah bah super, moi je suis heureuse que tu te sois fait plaisir avec Inès. Tu as été au théâtre, youpi, je suis contente, tu as l'air super contente, tu as l'air réjouie quand tu reviens d'ailleurs. Ça me fait plaisir de te voir réjouie. Hein, donc ça c'est la compersion. Et puis peut-être que, ouais, pourquoi pas aller au théâtre avec toi, revoir cette pièce avec toi. Moi je sais que j'ai déjà vécu des scènes comme ça par exemple. Mais je me suis arrangée pour trouver un partenaire ouvert, si tu veux, tu vois, et pas quelqu'un qui me fait la gueule si je lui dis je suis partie avec, pas Inès, mais avec Romain, voir une pièce de théâtre, et t'es partie voir une pièce de théâtre avec Romain, non, tu dois Inès ça va, mais pas Romain, tu vois, genre t'as le droit qu'aux filles, tes copines ça va, mais pas les copains. Donc moi j'ai arrêté avec ça, je peux pas quoi. Mais je comprends que ça existe hein, sur les modèles traditionnels et je comprends que ce ne sont pas très constructifs de, tu vois. Voilà, mais après on est comme on est. N'oubliez pas que si vous avez fait un choix à une époque de quelqu'un qui est sur un engagement traditionnaliste, enfin un mariage traditionnel, conservateur, etc., exclusif, c'est que vous avez choisi la sécurité. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être encore vrai aujourd'hui, ce choix, il est fait pour vous protéger. Parce que vous ne gérerez pas, comme moi, le modèle ouvert. Voilà. Donc, ce n'est pas un mauvais choix. On ne va pas saccager le... Voilà. Et alors, où est le problème? C'est juste que vous avez préféré, et vous préférez peut-être ce choix conservateur qui donne de la structure, mais qui rassure. Mais c'est très bien, c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc vous n'irez pas, vous allez vous priver d'aller au théâtre avec Romain, et c'est pas grave. Vous ferez autre chose de votre vie. Mais vous avez choisi un modèle plus serré, et c'est pas un problème en soi, si vous n'en faites pas un problème.
Si vous êtes d'accord de renoncer, à ce moment-là, choisir c'est renoncer. Donc vous êtes d'accord de renoncer. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire un problème non plus. Hein. Ouais, alors attends, vas-y. Bah, rapproche-toi peut-être. Je peux parler, c'est au niveau de... T'as donné une micro. Vous parlez des relations de couple, mais quand même, à partir du moment où on peut avoir un désir, c'est vrai qu'il ne marche pas le micro. Oui, il marche. Tu peux, il marche. Mais je vais reformuler. Est-ce que c'est pas quand même déjà synonyme du fait que l'amour il y est plus? Est-ce que l'amour quand même, enfin j'imagine, l'amour c'est quelque chose qu'on ressent. Je vais redire déjà ce que tu as dit. Ouais. Donc si, ah oui ça c'est un truc qu'on me dit souvent aussi. Non, si c'est pas le fait de le dire, c'est le fait de le ressentir. Quand on ressent vraiment de l'amour, on n'a pas envie d'aller voir forcément. Ah oui alors ça c'est un truc, c'est bien. Merci de me l'avoir dit. Ça c'est un truc qu'on me dit tout le temps. Donc je vais reformuler. Donc c'est, j'ai pas l'idée d'aller voir ailleurs. Tu me redis si c'est ça. Hein. J'ai pas l'idée d'aller voir ailleurs. Si je suis si je me sens aimée ou si je suis en amour avec mon partenaire, je n'ai même pas je suis comblée et donc je n'ai pas l'idée d'aller ailleurs. C'est ça? Non, c'est même pas une question d'idée. C'est une question que moi j'imagine. Quand on aime fort, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Ah voilà. Quand j'imagine que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Donc ça, c'est un truc qu'on me. Les autres personnes ne nous intéressent pas autant que la personne. Voilà. Avec qui on est en amour. D'accord. Donc quand on. Ok. Ça, c'est quand on aime fort, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Donc ça peut être vrai, ça peut être faux. Ça peut être vrai dans certaines séquences. Il peut y avoir des moments très intenses. C'est surtout l'état amoureux. Ça. Je suis très amoureux, je suis très bien, je suis dans ma bulle d'amour et c'est tellement merveilleux. Moi, je l'ai connu ce truc-là. Wow, c'est trop bien ensemble et tout. C'est goûteux, hein, c'est savoureux ce truc-là. Et donc à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle comblé. On est dans une forme de plénitude, dans une bulle de plénitude. Rien ne nous manque. Et dans ce rien ne me manque, évidemment, si rien ne me manque, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs, puisque rien ne me manque. C'est une évidence, ça. Voilà, c'est une séquence. Quand je parle d'une séquence, c'est une séquence. Dans la continuité, cette séquence ne va pas perdurer. Elle va perdurer un temps, et puis à un moment donné, l'autre, il va vous gonfler. Pour des raisons X, Y, Z. Donc, pour des raisons tout simples, parce que l'autre, il n'a pas envie d'aller au restaurant, tu as envie d'aller au restaurant, tu as envie de baiser, il n'a pas envie de baiser, tu as envie d'aller au Pérou, il a envie d'aller en Norvège, bon, bah, il va te gonfler. Et donc, et alors, ton amour dans la plénitude, de chez la plénitude, va descendre dans l'incomplétude. Et c'est normal. Donc, soit tu te racontes l'histoire, je suis toujours en amour, je suis toujours complète, mais tu te racontes un crack. Soit tu vois la vérité en face et tu dis il y a des séquences où je touche la complétude, youpi, youplala, je suis dans la fusion magnifique, enfin je suis complète. Et il y a des moments, je reviens à ma solitude existentielle, à mon incomplétude, et c'est normal, que je sois seule ou avec lui d'ailleurs. Et j'en fais pas un drame. Et donc, si d'un coup, dans cet espace d'incomplétude, je rêve soit que mon partenaire avec qui j'ai goûté la fusion revienne à cet espace fusionnel, je peux me scotcher sur ce partenaire en disant, puisqu'on l'a connu, on peut y retourner, et peut-être c'est vrai, et peut-être que c'est faux. Des fois, ton partenaire préféré, il n'est pas capable de retourner à la fusion, pour des raisons qui lui importent. Soit tu commences à rêver d'un autre. L'herbe est plus verte ailleurs, peut-être que je vais retoucher la fusion, ma complétude préférée, avec un autre, dans une autre séquence. Mais de toute façon, que ce soit avec celui-là ou avec celui-là, ça sera toujours une séquence. C'est-à-dire un moment qui a un début et une fin. C'est pas négatif, hein, mais c'est pas négatif dans le sens où ça n'est pas un problème. C'est quand même pessimiste parce que ça a l'air de dire que, en fin de compte, l'amour c'est rien, quoi. Pour vous, ça n'existe pas, quoi, l'amour. Hein. Alors, j'ai pas dit que l'amour n'existe pas. Jamais j'ai dit ça. Alors, elle me dit, mais l'amour n'existe pas. Je suis en train de dire que l'amour n'existe pas. Je ne dis jamais que l'amour n'existe pas. Déjà parce que je dis l'inverse en général, je dis ne renoncez jamais, ça c'est mon point de vue à moi, mais il y en a certains qui vont vous dire arrêtez de croire aux histoires d'amour, vous serez bien plus tranquille. Moi je dis jamais ça, je dis descendez sur le terrain du jeu de la relation amoureuse, coltez-vous la relation amoureuse, c'est magnifique, vous aurez du bon et du moins, j'ai dit, hein, vous aurez du plus et du moins, mais il y aura quelque chose de très vivant, il y a quelque chose de très goûteux dans la séquence fusionnelle.
dans le soutien aussi qu'on peut avoir, la complicité, tout ce qu'on aime dans la relation amoureuse, hein, je vous rappelle, la fusion, l'enveloppement, le soutien, la tendresse, les petits moments du quotidien, tout ça c'est absolument génial. Mais ce sont des séquences. Il y a des moments où il n'y a pas. Il n'y a pas tout, on ne trouve pas tout. C'est pas les Galeries Lafayette. Il y a des fois il y a, des fois il n'y a pas. Donc c'est pas le monde merveilleux des bisounours. C'est pas que je ne crois pas en l'amour. C'est que l'amour inclut les emmerdements. L'amour inclut les aspérités, inclut les frictions. Et c'est ça l'amour. L'amour qui inclut tout ça. C'est pas l'amour bisounours merveilleux et c'est toujours la fusion et on va y rester, on va y retourner. C'est l'amour qui inclut les obstacles, qui inclut la souffrance, qui inclut les aspérités, qui inclut les tensions. Est-ce que je peux être capable et être au courant qu'il y aura des tensions et les inclure? Les tempêtes font partie de la vie. Il y a de la place pour les tempêtes. Et c'est pas un problème si j'en fais pas un problème. Mais si j'aspire à mon idéal du merveilleux et que je rêve que, voilà, avec ce partenaire-là ou avec mon mari, nous allons vivre un monde merveilleux, je me fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ou alors je préfère rêver de mon histoire merveilleuse et je prends des romans feuilletons, genre des romans à l'eau de rose, comme il en existe tellement au niveau du marché en ce moment, les romans comme 5 nuances de grès, enfin, 25, 50 ou d'autres romans dans le même genre qui ont suivi, hein, qui font rêver. Et donc je suis transportée par les romans feuilletons, et c'est très bien, et je vis dans mon virtuel. Et pourquoi pas? On va de plus en plus dans une société avec du virtuel. Et donc, pourquoi pas vivre dans du virtuel merveilleux. Bon, moi, je ne suis pas contre rien. Hein. Mais si vous descendez dans le réel avec quelqu'un, vous aurez des aspérités. Et c'est ça l'amour. L'amour inclut le tout. Et n'exclut pas. L'amour n'exclut pas. Quand on est dans j'exclus quelque chose, je rejette. Je rejette quelque chose. Et là, il n'y a pas d'amour. Je rejette une partie. Oui, je peux rejeter, mais... Et par contre, je fais le bémol sur les relations violentes, évidemment. S'il y a de la violence, si je me fais violence ou si je subis de la violence, je ne vais pas inclure la violence. Hein. Je ne suis quand même pas débile à me faire chier avec quelqu'un qui me tape dessus. Faut arrêter. Évidemment, il faut mettre des limites. Mais sans ces cas extrêmes, effectivement, l'amour doit inclure l'ensemble, quoi. Moi, c'est l'amour avec un grand A. Mais l'amour inconditionnel, et je le dis tout le temps et je le redis, n'existe pas. Il n'y a pas d'amour inconditionnel sur Terre. On ne peut pas aimer tout le temps l'autre. C'est pas possible, ça ne se tient pas 2 minutes. Ça se tient dans une séquence love. Mais la séquence love, elle ne dure pas, voilà, ou elle peut durer dans votre tête. Ouais. Est-ce qu'on pourrait réduire tout ça, disons que le problème il est éducatif et culturel, parce que la monogamie, disons comme ça. Alors attends, tu dis, est-ce qu'on pourrait réduire le problème, le choix, rester pas rester à la monogamie, c'est ça? À l'héritage culturel de la monogamie? Par exemple, éducatif aussi. Éducatif, oui. Éducatif, parce qu'on paye plus d'argent, on se prend 4 ans, voilà, je vois ici. Oui. Et je sors de là, mes parents, ça fait 45 ans, ils sont ensemble. Moi, je trouve ça absurde. Oui, alors il dit comme ça que ses parents, depuis 45 ans, ils sont ensemble, ils trouvent ça absurde parce qu'ils ne s'entendent pas. Ok. Oui, effectivement, mais j'en ai un tout petit peu parlé de cette histoire d'héritage de la monogamie qui fait que on doit partir ou là ou rester là. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'être avec les deux. Hein, de rester. Évidemment, ça a été terrible pour moi de faire un choix à un moment donné de ma vie quand j'étais mariée avec 2 enfants et que j'aimais mon amant et j'aimais mon mari, si tu veux, et j'étais là, c'était un truc horrible, quoi. Je l'ai vécu 1 ou 2 fois ou 3 fois, c'était absolument terrible pour moi. Et donc j'ai fini par me dire, je veux plus de ce modèle qui exclut, et je veux un modèle qui inclut. Mais c'est compliqué aujourd'hui de faire ça. C'est terriblement compliqué parce qu'il y a la morale, parce qu'il y a les conditionnements, parce qu'il y a un héritage patriarcal, parce qu'il y a plein de choses qui font que c'est compliqué. Mais moi, je suis désolée. Ah, je dois arrêter. Alors on va juste, tu veux, ouais, conclure. J'étais même dans un couple ouvert, j'ai été pendant 1 an, par exemple, sur une relation de 10 ans. Les dernières années, c'était un couple ouvert, puis ça n'a pas marché. Ben, ça ne marche pas forcément. Il n'y a pas de situation idéale. Hein. Donc je conclurai avec ça pour vous dire qu'il n'y a pas une situation idyllique, il n'y a pas un modèle idyllique. Mais il y a peut-être quelque chose qui peut s'apaiser, comme vous avez dit, quelque chose qui peut se détendre avec, être au courant que quoi qu'il arrive, il y aura du bon et du moins bon. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté.
Et puis, la prochaine conférence, elle sera sur le thème « Comment nos rêves nous empêchent d'aimer la réalité ». Un autre sujet.